Ils avaient pitié d'elle. Toute la nuit, les murmures ont suivi Luciana Sheridan à ce mariage. Une infirmière en soins intensifs, fauchée du Bronx, livrée pour régler une dette qui n'était pas la sienne. Mariée à un homme que toute la ville craignait. Tout le monde à New York avait entendu les rumeurs sur Graham Marquette. 37 ans, chef de la famille la plus dangereuse de la côte Est, et en 22 ans, personne ne l'avait jamais vu prendre le bras d'une femme, ni serrer la main d'un homme, ou laisser quiconque s'approcher assez pour le toucher. On disait qu'il ne voulait pas des femmes. On le disait derrière des verres, en souriant, avec certitude. Alors, Luciana est entrée dans ce mariage, en s'attendant exactement à ce qu'on lui avait promis. Une porte verrouillée, une maison froide sur une falaise au-dessus de l'Hudson, et un mari qui ne la regarderait même pas une seule fois. Elle s'était fait une raison, mais cette nuit-là, quand la lourde porte de la chambre à Ironwood s'est refermée derrière eux, ce que Graham Marquette a fait ensuite a brisé toutes les rumeurs de la ville, et a laissé la femme qui n'avait laissé personne entrer depuis 8 ans, complètement désemparée. Si vous aimez les histoires sur la dignité et la vérité qui se cachent sous ce que les gens disent de nous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a déjà été jugé pour quelque chose qui n'était pas vrai. Et si vous êtes nouveau ici, nous en racontons une chaque semaine. Maintenant, retournons à cette nuit à Ironwood et découvrons ce qui s'est vraiment passé derrière cette porte. Elle était assise au bord d'un lit qui n'était pas le sien, dans une chambre où elle était entrée pour la première fois cet après-midi-là. Elle portait encore la robe que quelqu'un d'autre avait payée. La maison ne faisait aucun bruit. C'était la partie à laquelle elle n'était pas préparée. Dans le Bronx, il y avait toujours quelque chose. Une sirène à 4 pâtés de maison, la télévision d'un voisin à travers le mur, le radiateur qui cognait comme si quelqu'un était piégé à l'intérieur. Ici, il n'y avait que le vent venant de l'eau et le long, patient silence de la pierre. Elle avait tout calculé dans sa tête pendant le trajet, comme elle calculait tout, et l'arithmétique l'avait réconfortée. 2 ans, 730 nuits. Elle pouvait supporter 730 n'importe quoi. Elle avait fait des calculs pires que ça, dans des pièces pires. Et puis le plancher l'a trahi. Quelqu'un était dans le couloir. Les pas étaient lents, lourds, et ils se sont arrêtés juste devant sa porte. Et ils sont restés arrêtés. Et Luciana a compris que la personne qui se tenait là était en train de décider quelque chose. Elle n'a pas bougé. Elle a posé ses mains à plat sur ses genoux, comme elle le faisait avant d'entrer dans une pièce où une famille allait recevoir de mauvaises nouvelles. Et elle a pris le visage qu'elle portait au travail. Le visage calme, celui qui ne laissait rien paraître. La poignée en laiton a tourné. Pour comprendre ce qui s'est passé quand cette porte s'est ouverte, il faut remonter 6 semaines en arrière. 6 semaines plus tôt, elle était dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital public du Bronx à 3 heures du matin. C'était son 4e service double de la semaine, à sa 11e heure de travail. Devant elle, sur le lit, un jeune de 22 ans était devenu gris le temps qu'elle traverse la pièce. On l'avait trouvé dans une cage d'escalier, amené par un ami qui n'a pas voulu donner son nom de famille, puis est parti. Respiration à 4, puis 3, puis plus rien qu'on puisse vraiment appeler respirer. Luciana lui avait mis le masque à ballon avant que le médecin résident n'ait franchi la porte. 2 doigts sous la mâchoire, le masque bien serré, en pressant lentement. Elle a demandé de la naloxone, et elle a annoncé la dose. Elle n'a pas élevé la voix une seule fois, car l'astuce que personne ne vous apprend à l'école, c'est qu'une voix calme fait bouger une pièce plus vite qu'une voix forte. La saturation est tombée à 71. Elle a continué à ventiler. Quelqu'un a posé la perfusion. Elle a injecté le produit. Et puis elle a fait la partie la plus difficile du travail, qui est d'attendre. C'est-à-dire rester là, la main sur la poitrine d'un inconnu, comptant ses battements de cœur contre les siens, pendant que le médicament le cherche. 40 secondes, 60, puis un frisson, et un hoquet qui ressemblait à un homme sortant des profondeurs de l'eau. Et ses yeux se sont ouverts, terrifiés, furieux et vivants. Il a essayé de la frapper. Il le faisait toujours. Elle s'est écartée facilement, hors de portée, et elle a dit « Tout va bien, vous êtes à l'hôpital ». Et elle a attendu que ses mains redescendent. 91%, 94%. Le résident a poussé un soupir et a dit « Bien joué ». Et il est allé rédiger son rapport. Et c'était tout. Et le temps que Luciana retourne au poste des infirmières, le café qu'elle s'était versé à minuit avait refroidi au même endroit où elle l'avait laissé.
Elle l'a bu quand même. Elle avait 27 ans, et elle gagnait plus d'argent qu'elle n'aurait jamais cru possible. Et elle avait 11 dollars sur son compte courant. Il y avait une façon pour que ça arrive à quelqu'un. Ça arrivait par petits morceaux si raisonnables qu'on ne pouvait pas pointer du doigt celui qui était responsable. C'était le solde qui restait sur le compte de sa mère, 4 ans après que sa mère n'ait plus eu besoin de rien. Parce que l'hôpital avait facturé et l'assurance avait payé une partie. Et la partie restante avait une façon de vous suivre partout. C'était les médicaments de Danny et la quote-part pour chacun. Et les choses que son assurance qualifiait d'optionnelles, mais que son cardiologue qualifiait de nécessaires. Et la différence entre ces deux mots était d'environ 900 dollars par mois. C'était les 12 miles entre son appartement et la clinique qui acceptait la bonne assurance. Et c'était 3 nuits distinctes en 4 ans où son père l'avait appelée avec la voix d'un homme au bord du gouffre, et elle l'avait couvert, sans rien dire à personne, pas même à Danny. Surtout pas à Danny. 1900 la première fois, 4000 la deuxième, 6000 la dernière. Elle s'était dit à chaque fois que c'était la dernière, et elle l'avait cru, et elle s'était trompée. Et le fait de s'être trompée était la partie qu'elle ne pouvait pas se pardonner. Pas à lui. Son téléphone était face contre table dans son casier, où elle le laissait toujours. Elle l'a vérifié à 4h20 du matin, debout dans la salle de pause, le dos contre le mur, mangeant des crackers parce qu'elle n'avait pas mangé. Un appel manqué, de 9 minutes, ce qui signifiait qu'il avait parlé à sa messagerie vocale jusqu'à ce qu'elle le coupe. Et son père ne parlait jamais aussi longtemps, sauf si quelque chose s'était déjà produit. Elle a regardé l'écran un moment, puis elle a mis le téléphone dans sa poche. Elle est retournée dans le service et a terminé son service, parce qu'il y avait encore 9 heures de gens qui avaient besoin d'elle. Et absolument aucun d'entre eux n'avait fait quoi que ce soit pour mériter ce qui l'attendait à la fin. Il était dans la banquette du fond d'un restaurant ouvert toute la nuit sur White Plains Road quand elle est arrivée. Un peu après 8 heures du matin, encore en blouse parce qu'elle n'était pas rentrée chez elle d'abord. Son père avait commandé du café pour eux deux et n'avait pas touché le sien. Il paraissait plus petit que la dernière fois. C'était la première chose qu'elle a remarquée et la chose à laquelle elle penserait plus tard. Comment un homme pouvait perdre en stature sans perdre de poids? Frank Sheridan avait 58 ans et il avait le genre de visage qui lui ouvrait des portes autrefois. Et ça marchait encore un peu sur les serveuses, sur les étrangers, sur sa propre fille pendant plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. Il a dit « Tu as l'air fatiguée, ma chérie ». Elle a dit « J'en suis à ma 13e heure ». C'est quoi le chiffre? Il a commencé à dire quelque chose sur le fait qu'il voulait expliquer que c'était pas aussi simple qu'un chiffre. Et elle a posé sa main à plat sur la table. Pas fort, juste à plat. La façon dont on stabilise un plateau. Et elle a répété « C'est quoi le chiffre ?» Alors il lui a dit « 200 000 ». C'était la somme qu'il avait réellement perdue il y a 4 ans. Une série de dimanches qui avaient mal tourné, puis un lundi où il avait essayé de se refaire. Et puis c'était fini, et il n'en avait parlé à personne. Et il avait continué parce qu'un homme dans un trou continue de creuser, en se disant qu'il finira bien par sortir de l'autre côté. Elle a encaissé ça. 200 000, c'était une maison. C'était terrible, mais c'était une forme qu'elle pouvait se représenter. Et puis il a dit la deuxième partie, et il l'a dite vite, comme on arrache un pansement. Avec ce qu'il y a dessus maintenant, c'est 840. Elle s'est entendue lui demander de le répéter. Il l'a répété. 840 000 dollars. La serveuse est passée avec la cafetière, et Luciana a mis sa main sur sa tasse et lui a souri. Elle a vraiment souri, parce que c'était ce qu'elle faisait. Et elle a attendu que la femme soit partie. Puis elle a dit « Qui détient la dette ?» Et son père a regardé par la fenêtre la circulation sur l'avenue et n'a pas répondu. Et c'était ça, la réponse. Ce n'était pas une banque. Les banques envoient des lettres. Les banques le signalent à votre crédit. Et votre crédit vous suit comme une mauvaise odeur pendant 7 ans, puis ça disparaît. Les banques ne font pas quadrupler une dette en 4 ans, parce qu'il n'existe aucun taux légal sur cette terre qui fasse ça. Elle le savait avant, elle a demandé. Elle le savait sur le parking. Elle le savait, si elle était honnête, depuis le message vocal de 9 minutes. Il a dit « J'ai fait des paiements, Lucy. Chaque semaine, j'ai payé. » Elle a dit « Payer quoi? Les intérêts ?» Il n'a pas répondu à ça non plus. Et elle a senti quelque chose dans sa poitrine devenir très silencieux et très froid. La même chose qui se produisait quand un moniteur commençait à changer et que personne d'autre ne l'avait encore remarqué. Elle a dit « J'ai 11 dollars. » Il a dit «
Je ne te demande pas d'argent. Elle a dit, alors qu'est-ce que tu me demandes? Et son père, qui n'avait jamais de sa vie pu la regarder dans les yeux quand ça comptait, l'a regardée. Il a dit, ils sont au courant pour Danny. 3 mots, et toute la banquette a basculé. Elle a gardé son visage impassible. C'était la formation. Tu gardes ton visage impassible, parce que dès que ton visage bouge, la famille en face de toi se met à crier. Et une fois qu'ils commencent, tu les perds. Elle a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont au courant pour Danny. Et Frank a dit, ça veut dire que quelqu'un m'a demandé comment allait le garçon. C'est tout. Quelqu'un a demandé. Elle s'est levée. Elle a mis un billet de 10 sur la table pour 2 cafés qu'aucun d'eux n'a bu, parce qu'elle n'allait pas être une femme qui part sans payer. Et elle a dit, ne l'appelle pas, ne l'appelle pas, ne va pas le voir, ne reste pas devant son immeuble, ne lui envoie rien pour son anniversaire. Et Frank a prononcé son nom une fois. Elle a dit, je ne ferai pas ça, papa. Quoi que tu sois venu me demander, je ne le ferai pas. Et puis elle est sortie dans une matinée qui était devenue lumineuse et ordinaire pendant qu'elle ne regardait pas. Et elle est rentrée en voiture avec la radio éteinte. Et elle a monté les 4 étages jusqu'à son appartement avec ses clés déjà à la main. Il y avait une enveloppe dans sa porte, pas en dessous, coincée dans le cadre à hauteur des yeux, à la hauteur exacte où une personne regarderait, pour qu'elle ne puisse pas la manquer, et ne puisse pas prétendre l'avoir manqué. Enveloppe Craft ordinaire. Son nom n'était pas dessus. Rien n'était dessus. Elle est restée dans le couloir avec son pouce sous le rabat plus longtemps qu'elle n'aimerait l'admettre. Et puis elle l'a ouverte. Et ce qui est tombé dans ses mains était un papier qu'elle a reconnu avant de pouvoir le lire. Parce qu'elle avait lu 1 millier de pages comme celle-ci dans sa vie professionnelle. C'était le bilan pré-transplantation de Danny. Son nom, sa date de naissance, son groupe sanguin, sa fraction d'éjection, sa date d'inscription, son statut. Photocopie propre et nette, comme on copie quelque chose dans un bureau, pas comme on photographie quelque chose qu'on a volé à la hâte. Et sur la dernière page, dans la marge, au stylo à billes bleues, quelqu'un avait écrit un seul chiffre, sa position sur la liste d'attente. C'était tout. Pas de lettre, pas de demande, pas de signature, pas de numéro de téléphone, pas d'instruction. Pas un seul mot, dans toute l'enveloppe qu'une personne aurait pu apporter à un poste de police, posé sur un bureau et qualifié de menace. Elle l'a lu 4 fois, debout. Puis elle s'est assise par terre dans son propre couloir, le dos contre la porte qu'elle n'avait pas encore ouverte, et elle a compris qu'elle avait déjà perdu, et que celui qui avait mis cette enveloppe-là savait qu'elle comprendrait. L'appel est arrivé 2 jours plus tard d'un numéro qui n'a pas sonné 2 fois. Et une voix qu'elle n'avait jamais entendue lui a donné une adresse sur Mulberry Street et 1 heure, 10 heures du soir, et a dit que la porte ne serait pas verrouillée. C'était un restaurant qui avait fermé pour la soirée. Des chaises sur la moitié des tables, une seule lampe allumée au fond. Il y avait un homme près de la porte qui ne lui a pas demandé son nom, ne l'a pas fouillé et n'en avait pas besoin. Et il y avait un homme à la table du fond, seul, avec un dossier posé carrément devant lui et rien d'autre. Il ne s'est pas levé quand elle est entrée. Il a dit « Mademoiselle Sheridan, asseyez-vous ». Elle s'est assise. Graham Marquette avait 37 ans et ressemblait à un homme qui dormait mal et s'en était accommodé. Costume sombre, pas de cravate, des cheveux gris précoces aux tempes. Il portait des gants, en cuir noir fin, à l'intérieur, à une table avec un dossier devant lui. Et il n'a fait aucun geste pour les enlever et aucun commentaire à leur sujet. Et Luciana l'a remarqué, l'a noté et n'a rien dit. Parce qu'elle avait passé 9 ans à apprendre qu'on ne pose pas de questions sur la chose que quelqu'un ne mentionne pas, tant qu'on ne sait pas pourquoi il ne la mentionne pas. Il a ouvert le dossier. Il n'a pas fait de conversation. Il ne lui a pas demandé si elle voulait quelque chose. Il a dit « Je vais vous dire ce que je vous propose. Ne répondez pas avant que j'ai fini. » Puis il a lu les termes, comme un homme lit des conditions, d'une voix plate et ordonnée, un point après l'autre. 2 ans de mariage, légal, enregistré, public. Elle vivrait dans la maison au nord de l'État. À la fin de la 2e année, l'une ou l'autre des parties pourrait demander le divorce et il n'y aurait aucune contestation, aucun argument. Le jour de la signature, la dette de son père serait annulée. Pas remboursée, pas restructurée, annulée. Et le papier sur lequel elle existait serait détruit. Et les hommes qui la détenaient se verraient dire en face qu'elle n'existait plus. Son frère serait transféré au programme cardiaque du meilleur centre de transplantation de l'État.
admis dans le cadre d'un accord de financement privé. Chaque dollar serait couvert. Les médicaments, le transport, les soins de suivi, pour le reste de sa vie si nécessaire. Et le dernier jour de la deuxième année, elle recevrait 2 millions de dollars. Et elle pourrait les prendre et aller où elle voulait, sur cette terre, et il ne la contacterait plus jamais. Il a fermé le dossier. Il a dit « c'est tout ». Et Luciana est restée assise là, dans un restaurant sombre, à 10 heures du soir. Et elle a découvert que ce qu'elle ressentait n'était ni du soulagement, ni de la peur. C'était le calme plat et égal qu'elle ressentait au pied d'un lit, quand les chiffres étaient mauvais. Le calme qui venait juste avant qu'elle ne commence à travailler. Elle a dit « Pourquoi moi ?» Il l'a regardée alors, vraiment, pour la première fois depuis qu'elle était entrée. Il a dit « Parce que vous m'avez regardé et vous n'aviez pas peur, et vous n'étiez pas curieuse non plus. » Elle a dit « Quand ?» Et il a dit « Vous le découvrirez. » Et c'était la seule chose étrange qu'il ait dite de toute la soirée. Et c'est passé si vite qu'elle a failli le laisser passer. Presque, elle a dit « J'ai entendu les rumeurs à votre sujet. Tout le monde les a entendues. » Elle l'a dit simplement, sans fioriture, sans s'excuser. De la même manière qu'elle poserait à un patient une question dont il n'existe pas de version polie. Et Graham Marquette n'a pas scié, ne s'est pas raidi, et ne l'a pas corrigé. Il n'a pas dit un mot. Il a laissé ça flotter sur la table entre eux. Et après un moment, il a dit « Est-ce que ça change votre réponse ?» Et elle a compris, en le regardant, qu'un homme qui voulait nier quelque chose l'aurait nié, et qu'un homme qui avait honte de quelque chose aurait détourné le regard, et il n'avait fait ni l'un ni l'autre. Et elle ne savait pas encore ce que ça signifiait, mais elle savait que ça signifiait quelque chose. Elle a dit « Ça rend les choses plus faciles ». Il a presque souri. Ça n'a atteint aucune partie de son visage. Il a dit « La plupart des gens disent le contraire ». Puis, il a sorti un stylo de son manteau, l'a posé sur le dossier et l'a fait glisser sur la table vers elle. Et il a retiré sa main avant qu'elle ne l'atteigne, bien en arrière. Et elle a remarqué ça aussi. Luciana a regardé le stylo. Pendant un long moment, elle a pensé aux 11 dollars. Elle a pensé à une photocopie dans une enveloppe Kraft, avec un chiffre écrit dans la marge au stylo à billes bleues. Elle a pensé à sa mère dans un lit du même hôpital où elle travaillait maintenant, disant « Prends soin de ton frère ». Et au fait qu'il n'y avait jamais eu de version de sa vie où elle disait non à ça. Elle a pensé au fait que cet homme n'avait pas une seule fois, dans toute la conversation, essayé de la faire se sentir mieux. Il n'avait pas appelé ça un arrangement entre amis. Il ne lui avait pas dit qu'elle finirait par aimer la maison. Il lui avait lu les termes de la pire nuit de sa vie comme un calendrier de livraison. Et d'une certaine manière, c'était la seule raison pour laquelle elle croyait un seul mot de tout ça. Elle a dit « J'ai des conditions ». Il a dit « Énoncez-les ». Elle a dit « Mon frère est transféré avant que je ne signe quoi que ce soit. Pas le lendemain. Avant. Et personne ne parle plus jamais à mon père, de quelque manière que ce soit, pour quelque raison que ce soit, y compris moi. » Graham Marquette a réfléchi à cela pendant environ 4 secondes. Puis il a dit « Fait ». Et il l'a dit comme un homme qui ferme une porte. Elle a pris le stylo et a signé son nom sur la ligne, et sa main n'a pas tremblé, et elle en était presque désolée. Elle l'a dit à Danny un mardi, assise au bout de son lit, le dos contre le mur et les pieds en l'air. De la même manière qu'elle s'asseyait là depuis qu'il avait 8 ans et elle 19, et que leur mère était morte depuis 11 jours. Il avait 16 ans maintenant. Il avait la bouche de leur mère et le terrible don de leur père pour lire une pièce. Et il était malade depuis assez longtemps pour avoir cessé d'être poli à ce sujet. Il a écouté toute l'histoire sans l'interrompre, ce qui aurait dû l'avertir. Puis il a dit « Répète la partie sur l'argent ». Elle a dit « Il n'y a pas de partie sur l'argent ». Il a dit « Lucy, il y a toujours une partie sur l'argent ». Alors elle lui a donné la version qu'elle avait construite dans la voiture en venant, la version propre, celle dont les angles avaient été arrondis. Un homme qu'elle avait rencontré par le travail, plus âgé, discret. Un mariage qui était surtout sur le papier, arrangé pour ses propres raisons qui ne regardaient personne. Et en échange, des ressources. Elle a utilisé ce mot, ressources. Elle s'est entendue l'utiliser et l'a détesté. Donnie l'a laissé finir. Puis il a dit « Est-ce que papa est dans le coup ?» Et elle n'a pas répondu assez vite. 16 ans, des tubes à oxygène passés sur ses oreilles. Et il a fermé les yeux une seconde, comme un homme qui encaisse un coup
qu'il a vu venir de l'autre bout de la pièce. Il a dit « Ne le fais pas ». Il a dit « Je préfère rester sur la liste. Je préfère attendre mon tour comme tout le monde et voir ce qui se passe. Ne te vends pas pour moi. Je n'en vaux pas la peine. » Et elle a dit « Ne dis plus jamais ça. » Et c'est sorti plus durement qu'elle ne le voulait. Ils sont restés assis là. Le radiateur cognait. Il a dit « Plus doucement. Tu l'as déjà signé, n'est-ce pas ?» Elle a dit « Oui. » Et Danny a tourné la tête et a regardé le mur. Et elle l'a regardé, décidée de ne pas pleurer devant elle, ce qui était la pire chose qu'elle ait jamais eu à regarder. Pire que les machines, pire que tout. Il a dit « Alors je vais guérir. » Il l'a dit comme une menace. Elle a dit « C'est le plan. » Elle ne lui a pas dit le reste. Elle ne lui a pas parlé de l'enveloppe coincée dans sa porte à hauteur des yeux, ni du chiffre dans la marge au stylo à billes bleues. Et elle ne le ferait jamais, ni cette année-là, ni la suivante. Parce qu'il y a des choses que vous portez pour que la personne que vous aimez puisse continuer à respirer sans savoir ce que l'air a coûté. L'essayage a commencé ce vendredi-là, dans un endroit près de Madison, où personne n'utilisait d'étiquette de prix. Et Luciana est restée sur une petite estrade pendant 2 heures, pendant qu'une femme avec des épingles dans la bouche travaillait sur son ourlet. Elle n'était pas seule. Il y en avait 4 ou 5, des épouses et des filles d'hommes dont elle commençait à peine à apprendre les noms. Et elles étaient venues pour être utiles. Et elles l'étaient, de la même manière que la météo est utile. L'une d'elles lui a touché le poignet et a dit « Ma pauvre, vous devez être terrifiée. » Une autre a dit que sa cousine avait fait un mariage similaire et que ça s'était très bien passé, tout bien considéré. Et puis la plus jeune, 22 ans peut-être, assise de travers sur une chaise avec un verre à la main, a dit « Eh bien, au moins vous aurez la maison pour vous toute seule, parce qu'il est plutôt solitaire, n'est-ce pas ?» Et une deuxième femme a prononcé le nom de Julian Bright, comme on pose une carte qu'on a gardée toute la nuit, légèrement en souriant. Et la pièce est devenue chaleureuse et complice, et tous les yeux se sont tournés vers Luciana pour voir ce qu'elle en ferait. Elle se tenait sur l'estrade, avec les épingles d'une inconnue dans son ourlet, et a entendu sa propre voix sortir, plate et froide. Elle a dit « J'ai été dans des pièces où des gens mouraient. Personne dans ces pièces n'a jamais parlé comme ça. » Puis elle a dit « J'aimerais finir l'ourlet. » Personne n'a rien dit pendant un moment après ça. La femme aux épingles a travaillé plus vite. Et ce que Luciana ne pouvait pas expliquer, ni à ce moment-là ni plus tard dans la nuit, c'était pourquoi elle l'avait fait. Elle ne devait rien à Graham Marquette. Il avait acheté 2 ans de sa vie sur une table dans un restaurant fermé et n'avait pas fait semblant du contraire. Elle aurait dû les laisser parler. Elle avait laissé les gens parler de pire. Mais quelque chose dans la forme de la situation lui avait retourné l'estomac. 6 femmes dans une belle pièce, décidant de ce qu'était un homme en se basant sur rien du tout. Alors qu'elle avait passé 9 ans à apprendre qu'on n'a pas le droit de dire ce qui ne va pas chez quelqu'un avant d'avoir vraiment regardé. C'était tout. Elle s'est dit, c'était tout. Elle se le disait encore quand un homme est entré par la porte de devant avec 2 cafés et une boîte de pâtisserie. Il a rempli l'embrasure de la porte comme un oncle à un baptême. Il avait la 50aine, était costaud, grisonnant, avec un rire qu'on pouvait entendre de la rue. Il a posé la boîte sur le comptoir sans demander à personne et a dit « Ils ne vous nourrissent pas dans ces endroits. C'est criminel. » Et la pièce s'est illuminée pour lui. Il s'est approché et a pris la main de Luciana dans les siennes et il a dit « Alors, c'est vous. » Il a dit « Je suis Sal, Salvatore Renzi. Je suis son oncle, plus ou moins. La famille est compliquée. » Et puis il l'a regardé un moment, avec une vraie gentillesse sur son visage, et il a dit « Ma chérie, quoi que l'on vous ait dit sur ce garçon, il a eu un parcours difficile, et il ne laisse pas les gens le porter avec lui. Soyez patiente avec lui, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi d'abord, pas lui. » Il l'a embrassé sur la joue comme un membre de la famille, et il l'a appelée sa fille. Et Luciana Sheridan, à qui personne n'avait offert quoi que ce soit depuis 8 ans, a senti sa gorge se serrer. Et elle a pensé, avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude, qu'au moins, il y avait un homme décent dans toute cette histoire. Le paquet est arrivé un jeudi, laissé au concierge, et monté sur 4 étages par un garçon de l'immeuble qui n'a pas voulu de pourboire. Plate, marron, de la taille d'une planche à découper, plus lourd qu'il n'en avait l'air. Elle l'a ouvert debout au comptoir, son manteau encore sur le dos, pas de fleurs,
Pas de boîte d'un bijoutier avec un nom estampillé en or sur le couvercle. À l'intérieur, il y avait un simple dossier. Et dans le dossier, une lettre du programme d'études supérieures en soins infirmiers, qu'elle avait quitté 3 ans plus tôt, sur papier et en tête, adressée à elle, informant mademoiselle Luciana Sheridan que sa demande de réadmission avait été approuvée et sa place réservée pour le semestre d'automne. Derrière, il y avait la page financière, frais de scolarité, frais divers, coûts de stage clinique, tout le programme détaillé ligne par ligne. Et dans la colonne de droite, à côté de chaque ligne, les 3 mêmes mots, payé en totalité, pas différé, pas financé, pas une promesse de quoi que ce soit, payé. Et glissé à l'intérieur de la couverture, sur un petit carré de papier, d'une écriture vive, rapide et fortement inclinée vers la droite, 4 phrases. Vous avez dit que vous aviez arrêté. Personne ne devrait avoir à arrêter de faire ce pour quoi il est doué. La place est à vous, que vous la preniez ou non. Cela n'a rien à voir avec notre arrangement. Luciana est restée là, et l'a lu peut-être 6 fois. Puis elle a posé sa main à plat sur le comptoir, parce que ses jambes étaient devenues étranges sous elle. Et elle a cherché dans les dernières semaines où il aurait bien pu obtenir ça. Il y avait eu une conversation. Une seule, dans la salle de conférence d'un avocat en ville. Les 2 avocats passaient en revue ligne par ligne le contrat de mariage. Son propre avocat, engagé pour elle, payé par l'autre partie, mais vraiment le sien, défendant des points en sa faveur qu'elle n'avait pas pensé à demander. Ça avait duré 2 heures. À un moment donné, quelqu'un avait demandé ce qu'elle faisait pour remplir un formulaire. Et elle avait dit « infirmière en soins intensifs ». Et l'homme avait demandé si elle avait un diplôme d'études supérieures. Et elle avait dit « j'étais dans un programme d'infirmière praticienne. J'ai fait 5 semestres. » Et puis elle avait dit « j'ai arrêté. C'était tout. 6 mots, peut-être 7. Dit au milieu d'une table à personne en particulier. Et Graham Marquette était debout à la fenêtre à l'autre bout de cette pièce, le dos tourné à tout le monde, ses mains gantées derrière lui, regardant la circulation sur Church Street. Et il ne s'était pas retourné et n'avait rien dit. Et elle avait supposé, sans vraiment y penser, qu'il n'écoutait pas. Elle aurait parié de l'argent là-dessus. Elle aurait parié les 11 $. Et maintenant, il y avait ce dossier sur son comptoir, avec son nom sur le papier à en tête, et chaque ligne payée. Et elle a constaté qu'elle ne pouvait pas tout à fait reprendre son souffle. Et elle n'a pas pleuré parce qu'elle ne l'avait pas fait depuis 8 ans et n'allait pas recommencer pour un morceau de papier du bureau du registraire. Mais elle s'est assise sur le sol de la cuisine, avec le dossier sur ses genoux, de la même manière qu'elle s'était assise dans le couloir avec l'enveloppe. Et elle a pensé, c'est la 2e fois qu'un homme me laisse quelque chose à trouver. Et voilà ce que ça coûte de faire la différence. Le reste s'est déroulé comme les papiers le prévoyaient. Ils ont obtenu la licence de mariage au bureau de l'état civil un lundi matin. Et il y avait une période d'attente de 24 heures avant que quiconque puisse les marier, ce qui lui a semblé la seule loi sensée qu'elle ait rencontrée dans toute cette affaire. Une journée entière pour qu'une personne change d'avis. Elle n'a pas changé d'avis. Le contrat de mariage a été signé le même après-midi. Son avocat à ses côtés, son avocat en face, tous 2 paraphant chaque page. Et elle a tout lu elle-même, les 40 pages, à voix haute dans sa tête. Parce que personne ne pourrait jamais lui dire qu'elle ne savait pas ce qu'elle signait. Le mercredi, une voiture est venue la chercher à 7 heures du matin et a roulé vers le nord, hors de la ville, pendant un peu plus d'1 heure, le long de la rivière. Et la route a grimpé. Et puis il y a eu des grilles. Et puis il y a eu la maison sur la falaise. Pierres grises et fenêtres étroites, se dressant là, au-dessus de l'eau, comme quelque chose qui avait poussé du sol, au lieu d'être construit dessus. Ironwood. Elle ne l'avait jamais vu avant ce jour. La cérémonie a duré 11 minutes. Il y avait un juge, Sal, 2 hommes qu'elle ne connaissait pas, et la gouvernante. Une femme d'environ 63 ans nommée Adelaide Kerr, qui a regardé toute la scène les mains jointes, son visage ne trahissant rien du tout. Graham se tenait à côté d'elle en costume sombre et gants, et a prononcé les mots d'une voix stable, comme il disait tout. Et quand le moment est venu, il a pris sa main pour la bague, et sa main était froide à travers le cuir, et il l'a lâchée dès que ce fut fait. Il ne l'a pas regardée, pas une seule fois. Pas pendant toute la cérémonie, pas quand le juge a dit mari et femme, pas quand Sal lui a tapé dans le dos en riant et en disant quelque chose sur le temps. Et Luciana l'a vu se raidir au contact
et le dissimuler en une demi-seconde. Et elle a noté ça aussi. Il n'y a pas eu de réception. À 9 heures ce soir-là, la maison s'était vidée et était devenue complètement silencieuse, d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible pour une maison. Adelaide l'a accompagnée à l'étage. La chambre était au bout du couloir est, énorme, avec un feu déjà allumé, et sa seule valise posée proprement près du placard. Et la femme a dit « Bonne nuit, madame », et est sortie. Et la lourde porte s'est refermée derrière elle, et Luciana Sheridan s'est assise au bord d'un lit qui n'était pas le sien. La poignée a tourné, s'est arrêtée, puis a tourné en sens inverse. Puis il a frappé, 2 fois, pas fort. Et Luciana a compris qu'un homme qui avait d'abord ouvert la porte puis frappé, l'avait fait dans cet ordre exprès, pour qu'elle sache qu'il aurait pu entrer et qu'il ne l'avait pas fait. Elle a dit « C'est ouvert ». Graham se tenait dans l'embrasure de la porte sans la franchir. Il avait enlevé sa veste. Il avait toujours ses gants. Il a dit « Je n'entrerai pas à moins que vous ne me le disiez ». Elle a dit « Alors vous feriez mieux de me dire ce que c'est ». Et il a dit « La porte ne se verrouille pas de l'extérieur, elle se verrouille de l'intérieur. Vous pouvez la tourner. Et personne dans cette maison ne vous demandera jamais pourquoi, et personne ne frappera plus jamais à cette porte. C'est ce que je suis venu dire. » Elle est restée assise avec ça un moment, puis elle a dit « Entrez ». Il est entré et s'est arrêté à environ 3 mètres, près de la cheminée, et ne s'est pas assis. Luciana l'a regardé, debout au milieu d'une immense pièce, gardant la distance d'un homme dans un ascenseur avec un étranger. Et elle a pensé à 6 femmes dans une cabine d'essayage, décidant de ce qu'il était. Et elle a décidé qu'elle préférait avoir tort à voix haute que raison dans sa propre tête. Elle a dit « Je vais vous poser la question que je vous ai posée au restaurant, et cette fois j'aimerais une réponse. » Il a dit « Je sais ce que vous allez demander. » Elle a dit « Demandez-le quand même. » Et donc elle l'a dit. On dit que vous ne voulez pas des femmes. On le dit de vous comme on dirait que vous êtes gaucher, et vous ne l'avez pas nié devant moi. Et vous ne l'avez pas nié devant ces femmes, et vous les laissez dire ça depuis des années. Pourquoi? Il est resté silencieux assez longtemps pour qu'elle entende le feu crépiter. Puis il a dit « Parce qu'une partie est vraie, et je préfère qu'ils aient la mauvaise partie plutôt que la bonne. » Elle a dit « Quelle partie? » Et Graham Marquette a dit « Je ne trouve pas les femmes dégoûtantes. Je n'ai jamais trouvé une femme dégoûtante de ma vie. » Il a dit « Je ne peux être touché par personne. » Et il l'a dit avec exactement la même voix plate qu'il avait utilisée pour lire les termes du mariage, un point après l'autre. Et c'est comme ça qu'elle a su que ce n'était pas un mensonge. Elle a dit « Par personne. » Il a dit « Personne. Homme, femme, médecin, barbier, mon propre oncle, un étranger dans un train. » Il a dit « Si une main s'approche de moi et que je ne l'ai pas suivi du regard tout le long du trajet, il se passe quelque chose que je ne contrôle pas et que je ne peux pas expliquer. Et j'ai eu 22 ans pour trouver un moyen de contourner ça, et je n'ai pas réussi. » Il a dit « C'est tout. C'est mon grand mystère. » Et puis, après un temps, d'une voix qu'elle ne lui avait pas encore entendue, il a dit « Vous êtes la première personne à qui je dis cette phrase qui soit une étrangère. » Elle a dit « Je ne suis pas une étrangère. Je suis votre femme. » Et Graham a dit « Depuis 11 heures ce matin, ce qui est pire. » Et Luciana a ri. C'est sorti d'elle avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Un son court et surpris dans une pièce qui n'avait pas entendu de rire depuis des années. Et quelque chose dans ses épaules s'est détendu d'un demi-pouce. Il y avait du whisky dans le meuble près de la fenêtre. Elle en a versé 2 verres parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre de ses mains. Et elle a posé le sien sur la table la plus proche de lui et a reculé avant qu'il ne l'atteigne. Et il a remarqué qu'elle faisait ça, et quelque chose a traversé son visage qu'elle n'a pas pu nommer. Ils ont bu. Elle a dit « Ma mère est morte il y a 8 ans dans le même hôpital où je travaille maintenant, 2 étages en dessous de mon unité. Je passe devant cette chambre 4 soirs par semaine. » Elle a dit « Je n'ai jamais dit ça à personne non plus. » Il a dit « Pourquoi pas? » Elle a dit « Parce que tout le monde veut dire quelque chose après, et il n'y a rien à dire, et je préfère qu'il ne le fasse pas. » Il a hoché la tête une fois, comme un homme acceptant une clause dans un contrat. Il a dit « Mon frère s'appelait Matteo. » Elle a dit « Je sais. » Il a dit « Non, vous ne savez pas. Vous savez qu'il est mort. C'est différent. » Et il n'en a pas dit plus ce soir-là et elle n'a pas demandé. Parce qu'elle avait été à assez de chevet pour savoir que quand quelqu'un pose une porte sur la table et ne l'ouvre pas,
La chose la plus gentille sur cette terre est de la laisser fermer. Ils ont continué à boire. Le feu a baissé. Elle lui a parlé des 11 $ et des 3 nuits où elle avait couvert son père sans jamais le dire à personne. Et il lui a dit, sans aucune chaleur, que la dernière fois que quelqu'un l'avait pris dans ses bras avec sincérité, il avait 15 ans. Et aucun d'eux n'a dit l'autre chose, l'énorme chose. C'est-à-dire que 2 personnes venaient de s'asseoir dans une pièce et de dire la vérité pour la première fois depuis des années à quelqu'un qu'ils connaissaient depuis 6 semaines. Et que la vérité ne leur avait rien coûté. Et qu'aucun d'eux n'avait su qu'une telle chose était possible. Il était un peu plus de 2 heures du matin quand il s'est levé pour partir. Il a dit bonne nuit et s'est tourné, et Luciana a prononcé son nom et il s'est arrêté. Elle a dit « Attendez ». Elle a traversé la pièce et s'est arrêtée devant lui avec environ 60 centimètres entre eux. Et elle a tendu la main, paume vers le haut, lentement, bien en évidence pour qu'il puisse voir toute la distance. De la même manière qu'on approche un patient qui a déjà été blessé par des mains. Elle a dit « Regardez-la tout le long du trajet ». Et elle a attendu. Elle n'a pas bougé. Elle lui a laissé tout le temps dont il avait besoin. Et ce fut un long moment. Assez long pour que le feu crépite à nouveau. Et puis Graham Marquette a tendu la main, a retiré le gant de sa main droite et a posé sa paume nue contre la sienne. Et il ne s'est pas retiré. Adelaide Kerr est montée à 7 heures avec le plateau. Comme elle était montée à 7 heures pendant 6 ans dans une chambre où personne n'avait dormi. Et elle a frappé et a entendu une voix dire « Entrez ». Et elle a ouvert la porte et s'est arrêtée si brusquement que la porcelaine a tinté. Le plateau a basculé d'environ 10 centimètres. Elle l'a rattrapé contre sa hanche. Graham était dans le fauteuil près de la fenêtre avec un livre sur les genoux et sa chemise de la veille. Et il était là depuis assez longtemps pour que le feu se soit éteint. Luciana dormait encore. Rien dans cette pièce n'aurait choqué un prêtre. Ça n'avait pas d'importance. Adelaide avait travaillé dans cette maison depuis avant la mort du frère aîné. Et elle avait entendu, comme tout le monde avait entendu. Et en une seconde, à 7 heures du matin, la chose qu'on lui avait dite pendant des années sur l'homme pour qui elle travaillait a cessé d'être vraie. Et elle le savait. Et il l'a regardé le savoir. Il a dit « Bonjour, posez-le n'importe où ». Et puis, de la même voix, il a dit « Quand les garçons arriveront, faites déménager mes affaires de l'aile ouest dans cette chambre. » Et Adelaide Kerr, qui en 6 ans ne lui avait jamais posé une question qui ne concernait pas la nourriture, a dit « Toutes vos affaires, monsieur ?» Et Graham a dit « Toutes ». Elle a posé le plateau sur la table près de la porte, est sortie et a descendu les escaliers avant de laisser son visage exprimer quoi que ce soit. Elle n'a rien dit à personne. Elle n'en a pas eu besoin. À 10 heures du matin, 2 hommes transportaient des housses à vêtements le long du couloir est, à la vue de tous ceux qui travaillaient dans cette maison. Et il n'y a aucune rumeur sur cette terre qui survive à la vue des chemises d'un homme allant dans le placard de sa femme. Personne n'a dit un mot à ce sujet. C'était la partie étrange, la partie dont Luciana se souviendrait. Il n'y a pas eu de chuchotement, pas de sourire en coin dans les embrasures de porte, personne surpris en train de regarder. Ce qui a traversé cette maison à la place était quelque chose de plus silencieux et de bien plus grand. De la même manière qu'une pièce change quand une fièvre tombe enfin. Et ce soir-là, les 2 jeunes gars à la grille se tenaient plus droit. Et le cuisinier a préparé quelque chose qui a pris 4 heures. Et Vincent Cardone, qui travaillait pour la famille depuis 19 ans et avait un visage comme une banque fermée, lui a tenu une porte et a dit « Madame », d'une manière qui le pensait. Au petit déjeuner, Graham était déjà en bas quand elle est arrivée. Il a attendu qu'Adelaide soit retournée dans la cuisine, puis il a dit « Hier soir, c'était le whisky ». Luciana a beurré une tranche de pain grillé qu'elle n'avait aucune intention de manger. Elle a dit « En grande partie ». Il a dit « L'arrangement reste tel qu'il est écrit. 2 ans, rien ne change ». Elle a dit « Bien sûr ». Et c'était tout. Et aucun d'eux n'a levé les yeux de la table, et tous 2 savaient que l'autre mentait. Et aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qu'il fallait faire. Alors, elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand elle ne pouvait pas arranger la situation. Elle a commencé à observer. Ça lui a pris 4 jours. Il portait les gants au petit déjeuner. Il les portait dans son propre bureau avec la porte fermée, et personne d'autre qu'elle dans la pièce. Il les enlevait pour manger et les remettait avant de se lever. Et elle a commencé à remarquer que le fait de les enlever et de les remettre se produisait au même moment à chaque fois, comme un homme qui vérifie qu'une porte est verrouillée.
Quand Vincent est entré avec le courrier et est passé derrière sa chaise, proche, ordinaire, comme les gens se déplacent autour d'une table, Graham n'a pas tressailli, parce que tressaillir aurait été visible. Ce qu'il a fait à la place, c'est arrêter de respirer, environ 3 secondes. Puis ça a recommencé, et ses épaules se sont détendues, et il a tourné une page. Personne d'autre dans cette pièce ne l'a vu. Luciana avait passé 9 ans à regarder des poitrines se soulever et s'abaisser pour gagner sa vie. Le 4e matin, un barbier du village est monté, un vieil homme avec une mallette. Seth Graham s'est assis et l'a laissé lui couper les cheveux, mais n'a pas voulu qu'il s'approche de sa gorge avec le rasoir. Et le barbier n'a pas discuté, ce qui signifiait que ce n'était pas la première fois, ce qui signifiait que c'était une règle autour de laquelle le monde entier autour de lui s'était discrètement organisé, et que personne n'avait jamais dit à voix haute. Luciana se tenait dans l'embrasure de la porte avec une tasse de café qui refroidissait dans ses mains, et a compris ce qu'elle regardait. Et ce n'était pas de l'arrogance. Elle s'était dit pendant 6 semaines que l'homme était froid. Elle s'était laissé croire une partie de cela parce que ça simplifiait l'arrangement. Mais on ne retient pas sa respiration parce qu'on se croit meilleur que la personne qui marche derrière soi. Ce n'est pas du mépris. Elle avait vu ce visage sur un soldat de son unité, qui était venu pour une procédure de routine, et s'était raidi quand un technicien lui avait mis un brassard de tensiomètre. Elle l'avait vu sur une femme de 80 ans qu'on ne pouvait pas tourner dans son lit sans l'avertir. C'était la chose la plus ancienne de sa profession, et celle que personne ne note jamais dans les dossiers. Et ça avait un nom, et le nom n'était pas arrogance, c'était peur. Pas le genre ordinaire, le genre qui vit dans le corps longtemps après que l'esprit en ait fini avec, qui ne se soucie pas de la taille d'un homme, ni du nombre de personnes qui ont peur de lui, ni de la part de la côte Est qu'il possède. La ville l'appelait un monstre parce qu'il ne serrait pas la main. Et Luciana Sheridan se tenait dans l'embrasure de la porte avec du café froid et pensait « Non, il ne serrait pas la main, parce que quelqu'un, il y a longtemps, a appris à son corps que les mains étaient la chose qui faisait mal. » Et elle a pensé aux 60 centimètres de plancher entre eux la nuit précédente, et au temps qu'il avait mis à regarder sa paume avant d'enlever le gant. Et elle a posé le café et est allée trouver quelque chose d'utile à faire, parce qu'elle venait de réaliser qu'elle était dans de beaux draps. Ça a commencé parce qu'un des jeunes hommes à la grille est venu à la cuisine avec la main enroulée dans un torchon. Et Adelaide a dit « Attendez le docteur, il vient le jeudi. » Luciana a dit « Nous sommes lundi, laissez-moi voir. » C'était une lacération profonde à la base du pouce, vieille de 3 jours, refermée avec quelque chose qui n'était pas une suture. Rouge sur environ 4 centimètres autour des bords, et chaude. Elle a dit « Qui a mis ça ?» Et le garçon a dit « Le docteur Prine. Il était ici jeudi. » Elle l'a nettoyé à l'évier de la cuisine et lui a dit qu'il commencerait les antibiotiques cet après-midi, que le docteur le veuille ou non. Et puis elle est allée trouver la salle médicale au bout du couloir de service. Et c'est là que ça a cessé de concerner une main. Il y avait une armoire verrouillée, avec une clé accrochée à un clou à côté. À l'intérieur, il y avait des boîtes d'échantillons sans numéro de lot, 3 flacons avec les étiquettes arrachées, un sac de solution saline périmée qui était devenu ambré, et des ordonnanciers, vierges, 2 d'entre eux, dans une maison, dans une armoire avec la clé sur un clou. Elle est restée là un moment avec la porte ouverte, puis elle est sortie à la grille et a demandé au garçon le nom complet du docteur. Et elle l'a écrit au dos d'un reçu. Cette nuit-là, elle s'est assise par terre dans la chambre avec son ordinateur portable et l'a cherché sur le site de l'Ordre des médecins de l'État. C'est public, ça prend 4 minutes, et n'importe qui dans ce pays peut le faire pour n'importe quelle personne qui prétend le soigner. Warren Prine, licence révoquée, il y a 6 ans. Le résumé disciplinaire faisait 2 pages, et elle a tout lu. Et puis elle a relu la date parce que 6 ans, c'était la même chose. 6 ans que tout le monde dans cette maison comptait, l'année de la mort du frère aîné. Et elle s'est adossée au lit et a réfléchi à ça un long moment avant de s'obliger à arrêter. Parce qu'elle n'avait encore rien. Et une infirmière qui devine est pire qu'une infirmière qui attend. Elle est allée voir Graham dans le bureau le lendemain matin. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a posé l'imprimé sur son bureau et a dit « Cet homme n'est plus médecin depuis avant que je n'obtienne mon diplôme. Il vient dans votre maison tous les jeudis depuis 6 ans. » Graham l'a lu. Il a pris son temps. Puis il a dit « Qui l'a engagé ?» Elle a dit « Je ne sais pas.
Je supposais que c'était vous. Et Graham a dit « Non ». Et c'est tout ce qu'il a dit. Il ne s'est pas levé, n'a pas passé d'appel devant elle, ne lui a pas dit qu'il s'en occuperait. Il lui a rendu le papier et a dit « Que voulez-vous faire ?» Et Luciana, qui avait passé toute sa vie professionnelle à demander la permission à des gens qui en savaient moins qu'elle, s'est entendu dire « Je veux la pièce ». Il a dit « Prenez-la ». Et puis il est retourné à ce qu'il faisait. Et pas une seule fois au cours des 6 semaines qui ont suivi, il ne lui a dit comment faire. Elle a tout jeté de cette armoire dans un sac et l'a conduit elle-même à une boîte de collecte dans une pharmacie de Cold Spring, parce qu'on ne met pas ça dans les ordures ménagères. Elle a fait vider et nettoyer la pièce. Elle a acheté ce qui devait s'y trouver avec son propre argent qu'elle avait maintenant. Et il lui a fallu 3 essais pour s'habituer au fait qu'elle le pouvait. Défibrillateur automatisé sur le mur près de la porte. De l'oxygène véritable, sécurisé avec un régulateur qui fonctionnait. Une trousse de contrôle des hémorragies, du genre qu'on enseigne maintenant dans tous les lycées du pays, et une deuxième au poste de garde. Glucomètre, tensiomètre de 3 tailles différentes. Parce qu'un brassard trop petit sur un homme grand donne une lecture élevée, et la moitié de la médecine, ce sont des gens traités pour des chiffres qui n'ont jamais été vrais. Et puis elle a commencé les dossiers. Elle les a pris un par un à la table de la cuisine, 20 minutes chacun. Et elle l'a fait comme elle le ferait dans un service. Taille, poids, tension artérielle, les 2 bras, médicaments, tous, y compris ceux que les gens ne comptent pas. Allergies, antécédents familiaux, dernière fois que vous avez vu un médecin. Et si la réponse était un haussement d'épaule, elle écrivait un haussement d'épaule. 19 hommes et femmes travaillaient sur cette propriété, et 11 d'entre eux n'avaient pas fait prendre leur tension depuis plus de 3 ans. Elle en a trouvé 2 qui étaient hypertendus et ne le savaient pas. Elle a trouvé un homme de 50 ans qui était diabétique et qui appelait ça « vieillir ». Elle est restée avec lui pendant 40 minutes, et à la fin, il pleurait à une table de cuisine devant une femme qu'il avait rencontrée 11 jours plus tôt. Et elle l'a envoyé chez un médecin à Peekskill le jeudi, un vrai, avec une licence qu'elle avait vérifiée elle-même. Vincent Cardone est entré en dernier, parce que Vincent entrait en dernier pour tout. Il s'est assis en face d'elle, avec sa manche déjà relevée. Elle a dit « Des médicaments ?» Il a dit « Non ». Elle a dit « Monsieur Cardone, j'ai votre dossier ouvert, et vous prenez quelque chose pour votre cœur. Je le vois sur votre visage. » Et l'homme a ri, une seule syllabe. Le premier son de ce genre qu'elle ait jamais entendu de lui. Et il lui a dit la vérité. Quand elle a eu fini, elle a dit « Merci ». Et il s'est levé, a repoussé la chaise et a dit « Y aura-t-il autre chose, madame ?» Et puis il s'est arrêté et s'est corrigé. Et il a dit « Madame Marquette ». Il avait dit « Madame » pendant 11 jours, comme un homme le dit à une invitée. C'était la première fois que quelqu'un dans cette maison l'appelait Madame Marquette, en pensant à l'autre chose. La chose qui signifie que c'est aussi sa maison. Et elle l'a senti. Graham a tout regardé depuis l'embrasure de son propre bureau. Il n'est jamais entré. Il n'a jamais envoyé personne pour l'aider, ni dit à personne de coopérer. Et après, elle a compris que c'était délibéré. Qu'un homme qui possédait tout sur 40 milles s'était mis en retrait et avait laissé sa femme gagner le respect de 19 personnes à la dure, et qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il y avait un chemin le long du bord de la propriété qui débouchait sur la falaise à environ 60 mètres au-dessus de l'eau. Et il le parcourait la plupart des soirs. Et un soir de la 2e semaine d'octobre, elle l'a parcouru avec lui. Ils ont marché un long moment sans parler. En dessous d'eux, la rivière avait pris la couleur du bronze à canon, et une péniche descendait vers la ville, prenant une éternité comme elles le font. Luciana a dit « Je veux vous demander quelque chose et je veux que vous puissiez dire non ». Il a dit « Demandez ». Elle a dit « 22 ans ». Vous avez dit 22 ans la première nuit. Que s'est-il passé quand vous aviez 15 ans? Il n'a pas répondu pendant environ un quart de mile. Puis il a dit « Ils m'ont sorti d'une voiture un mardi après-midi à 4 pâtés de maison de mon école. » Et il l'a dit d'une voix plate, la voix des termes du contrat, et elle a compris que c'était la seule voix qu'il avait pour ça. Il a dit « Ils m'ont gardé pendant 9 jours. » Il ne lui a pas dit où. Il ne lui a pas dit ce qu'ils ont fait, ni combien ils étaient, ni ce qui a été dit. Et elle n'a pas demandé. Et plus tard, elle en serait heureuse. Ce qu'il lui a dit à la place était plus petit et pire. Il a dit « Il y avait une ampoule, et elle était allumée tout le temps.
alors j'ai arrêté de savoir quel jour on était vers le troisième. Il a dit, je pouvais entendre de l'eau dans un tuyau. Il a dit, ils descendaient à n'importe quelle heure, et au bout d'un moment, je pouvais dire combien ils étaient en entendant le bruit dans les escaliers. Et je commençais à trembler avant que la porte ne s'ouvre. Il a dit, c'est la partie dont je n'ai pas pu me débarrasser. Pas le reste, juste ça. Le son de quelqu'un qui descend vers moi sans que je sache quand. Elle a dit, et ensuite? Il a dit, mon père a payé le 9e jour. Je suis sorti. J'allais bien. Il n'y avait pas de marque sur moi qui comptait. Il a dit, tout le monde n'arrêtait pas de me dire à quel point j'avais de la chance, et ils avaient raison, et je n'ai jamais réussi à ressentir que c'était vrai. Il a dit, personne n'a jamais suggéré que je parle à quelqu'un. Ce n'était pas quelque chose que notre famille faisait. Tu avais une mauvaise semaine et puis tu te comportais en homme. Et j'allais bien pendant environ 6 mois, puis quelqu'un m'a mis la main sur la nuque dans un restaurant, un ami de mon père, sans mauvaise intention. Et j'ai jeté un verre à travers une fenêtre. Il a dit 15 ans. Et après ça, j'ai appris à organiser toute ma vie pour que ça n'arrive plus jamais, et je suis devenu extrêmement bon à ça, et me voilà. Luciana n'a rien dit. Elle avait été au chevet de 800 personnes. Elle savait quels étaient les mots inutiles. Elle n'a pas dit « mon pauvre ». Elle n'a pas dit « c'est terrible ». Elle n'a pas dit « vous êtes en sécurité maintenant », qui est la plus cruelle, parce que ce n'est pas une chose que l'on peut promettre. C'est la marcher à côté de lui et a laissé ça en suspens dans l'air. Et après un moment, elle a dit « est-ce que quelqu'un d'autre connaît toute cette histoire ?» Et Graham a dit « mon frère savait ». Elle a attendu. Il a dit « Matteo avait 3 ans de plus. C'est lui qu'ils auraient dû prendre. C'est lui qui valait quelque chose. » Et il a ri sans joie et a dit « il était meilleur en tout que je ne le serai jamais. » Les gens l'aimaient en moins de 10 minutes. Il entrait dans une pièce et la pièce devenait plus chaleureuse. Il avait 34 ans quand il est mort. Il a dit « ils ont appelé ça une overdose. » Elle a dit « c'en était une ?» Et Graham s'est arrêté de marcher. Il a dit « c'est une question étrange. » Elle a dit « j'ai écrit ce mot sur un dossier plus de fois que je ne peux compter. » Et environ un tiers du temps, c'était vrai au sens où les gens l'entendent. Et le reste du temps, c'était quelqu'un qui avait pris la même chose qu'il prenait depuis 2 ans dans une bouteille qui n'était plus la même. Et Graham Marquette l'a regardé un long moment sur cette falaise, alors que la lumière baissait. Et puis il a dit « 6 ans, et personne ne m'a jamais demandé ça. » Il a dit « je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de quoi le demander. » Et puis il a dit « et je me suis assis dans son fauteuil parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et je suis assis dedans depuis. Et chaque homme qui travaille pour moi sait que je n'en ai jamais voulu. C'est la plupart de ce qui ne va pas chez moi à leurs yeux. Et le reste, ils l'ont inventé. » Alors, elle lui a posé l'autre question, celle qu'elle portait depuis la cabine d'essayage. Elle a dit « ils ont inventé quelque chose de spécifique. Ils y ont mis un nom. Julian Bright. Vous ne l'avez jamais nié. Ni à eux, ni à moi, pas une seule fois. Et vous pourriez y mettre fin en une phrase. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? » Et cette fois, il a répondu tout de suite, comme un homme qui avait la réponse prête depuis des années sans savoir où la mettre. Il a dit « parce que Julian est mon ami. » Il a dit « si je me lève devant ces gens et que je les corrige, alors ce que je fais, c'est dire à une pièce pleine d'hommes qu'être ce qu'il pense qu'il est serait la pire chose qu'il pourrait dire de moi. » Il a dit « je leur tendrai mon démenti avec son nom encore dedans. Je ferai de la vérité sur lui une accusation en public pour que je puisse être à l'aise. » Il a dit « il a eu une vie plus dure que la mienne et il ne s'en est jamais plaint une seule fois. » Il a dit « ils peuvent m'appeler comme ils veulent. Ça ne me coûte rien. Ça lui coûte tout. » Et Luciana se tenait sur cette falaise et a compris qu'elle avait épousé l'homme le plus décent qu'elle ait jamais rencontré. Et que toute la ville de New York avait passé 6 ans à le traiter de monstre parce qu'il avait choisi de protéger quelqu'un discrètement au lieu de le faire bruyamment. Et qu'aucun d'entre eux ne le saurait jamais. Il est arrivé le dernier vendredi d'octobre sous la pluie, ayant pris le train jusqu'à Cold Spring, puis décliné un trajet en voiture, au motif qu'il voulait voir la gare. Et il a remonté l'allée à pied, dans un manteau de laine qui avait absorbé environ 4 kilos d'eau. Julian Bright avait 37 ans et ressemblait à un homme qui était resté à l'intérieur depuis 1998. Il a franchi la porte d'entrée avec ses lunettes embuées, une mallette en cuir serrée contre sa poitrine avec ses 2 bras. Et il s'est arrêté net quand un des chiens a tourné le coin. Il a dit « Oh !» et est resté complètement immobile.
Vincent a pris le chien. Julian a dit « Merci. C'est très gentil. Je suis sûr qu'il est adorable. J'ai simplement une politique. » Puis il a éternué 4 fois de suite et a dit « Ce doit être le chien. Et peut-être aussi le foin. Y a-t-il du foin? Je suis allergique à une grande partie de la campagne. » Il a serré la main de Luciana, a remarqué à mi-chemin qu'il goûtait sur son sol, s'est excusé pour le sol, s'est excusé pour l'excuse. Puis il a vu l'étui de Vincent, alors que l'homme se tournait, et est devenu blanc comme un linge. Il a dit « Est-ce qu'il doit avoir ça dans la maison ?» Luciana a dit « Oui ». Julian a dit « D'accord, bien, merveilleux. Je vais simplement rester ici alors. » Et elle l'a aimé instantanément, entièrement, sans réserve. Ce qui l'a surprise parce qu'elle s'était préparée pendant des semaines à rencontrer l'homme dont 6 femmes avaient mis le nom sur une table comme une carte. Elle avait fait préparer la chambre bleue 2 jours plus tôt. Elle avait fait purger le radiateur parce qu'il cognait. Elle avait mis une lampe sur le bureau avec une ampoule qu'elle était allée chercher en ville parce qu'il travaillait le soir et que le plafonnier de cette pièce était inutile. Et quand il est entré et l'a vu, il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Elle a dit « J'ai lu des choses sur la Bible d'Aldridge. » Il s'est retourné. Elle a dit « Les dégâts des eaux dans le dernier tiers. Vous y travaillez depuis 2 ans. » Il a dit « Comment diable ?» Elle a dit « C'était dans le journal. » Et Julian Bright, qui avait passé toute sa vie d'adulte à être la personne la moins intéressante à chaque table où il s'asseyait, a posé sa mallette pour la première fois depuis le train et a dit « Voudriez-vous voir les photographies ?» Alors elle a dit « Oui ». Et c'était l'erreur. Et pendant les 3 jours suivants, Ironwood n'était pas une forteresse sur une falaise. C'était une maison avec 2 hommes qui se disputaient. Ils se disputaient à propos du papier. Ils se disputaient pour savoir si le relieur du XVIIIe siècle avait utilisé un papier vélin ou un papier verger, et si cela avait de l'importance. Ils se disputaient à propos de l'encre ferro-gallique, que Luciana a appris ronge la page même sur laquelle elle est écrite, lentement, au fil des siècles, de sorte que les mots continuent de détruire leur propre papier longtemps après que tous ceux qui les ont écrits soient morts. Et elle a pensé que c'était la chose la plus belle et la plus terrible qu'elle ait entendue de toute l'année, elle a dit. Et Julian l'a pointé du doigt avec un morceau de pain grillé et a dit « Merci. Graham pense que c'est un problème d'entretien. » Graham a dit « C'est un problème d'entretien. » Julian a dit « C'est une tragédie. » Graham a dit « C'est une tragédie pour laquelle tu es payé. » Et ils ont continué comme ça. Elle s'est assise avec eux parce qu'elle aimait ça, et parce que s'asseoir avec eux signifiait qu'elle pouvait regarder son mari se transformer en quelqu'un de 20 ans plus jeune. Un homme qui interrompait, qui se penchait en avant, qui riait la tête en arrière une fois, à quelque chose de si stupide qu'elle ne pouvait pas le répéter après. Une fois, Julian, au milieu d'une phrase, a tendu la main et a posé une main sur l'avant-bras de Graham, et Graham n'a pas arrêté de respirer. Luciana a vu cela se produire et a compris ce qu'elle regardait. 22 ans d'arrangement et une exception faite il y a longtemps, à 16 ans. La 3e nuit, la dispute portait sur le poids et l'épaisseur, et Julian insistait sur le fait qu'il pouvait reconnaître un papier à la main seule. Et Graham a dit « Tu ne peux pas ». Et Julian a dit « Je peux, j'ai une très bonne main. Demande à n'importe qui ». Et Graham a dit « Demandez à qui ?» Et Julian a dit « Demande à quiconque m'a déjà vu travailler. Demande à la femme du Bronx. » C'est passé si vite. La tasse de Luciana s'est arrêtée à environ 10 cm de la table. Elle a dit « Demandez à qui ?» Et Julian a dit « Et puis il s'est entendu. Elle l'a regardé s'entendre, a regardé toute la chose arriver sur son visage par étapes, de la même manière qu'un homme regarde un verre tomber du bord d'un comptoir et ne peut pas l'atteindre. Il a dit « J'ai dit quelque chose. » Graham a dit « Julian ?» Julian a dit « Non, je l'ai fait, n'est-ce pas? J'ai dit quelque chose. » Et Luciana a posé la tasse très soigneusement et a dit « Quelle femme du Bronx ?» Personne n'a répondu. Elle a dit « Julian ?» Et Julian Bright, qui ne pouvait pas mentir, qui n'avait jamais réussi à mentir à qui que ce soit en 37 ans, a enlevé ses lunettes, les a essuyées sur sa manche et a dit « Il y a 14 mois. » Elle a attendu. Il a dit « On lui a tiré dessus. » Luciana a dit « Quand ?» Il a dit « Le 14 août, il y a 1 an en août. C'était un jeudi. » Il a dit « C'est moi qui l'ai conduit. »
Ce qui était une erreur. Je suis un mauvais conducteur. J'avais bu un verre de vin. Il a dit, nous ne pouvions aller nulle part où il aurait fallu faire une déclaration. Alors nous sommes allés aux urgences de l'hôpital public et avons donné un nom qui n'était pas le sien. Et je suis resté assis sur une chaise en plastique pendant 6 heures et je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et Graham n'a pas dit un mot. Il regardait sa femme de l'autre côté de la table et son visage était devenu complètement immobile. Et Luciana ne regardait plus aucun d'eux parce que la pièce avait disparu autour d'elle et elle était complètement ailleurs. Août, un jeudi, le 14. Elle y est arrivée avant Julian. C'est la chose à laquelle elle penserait après, que son corps s'en souvenait avant que son esprit n'y consente. Il y avait eu un homme un jeudi soir en août, avec une blessure par balle au flanc gauche, et un nom sur le tableau qui ne correspondait à rien chez lui, et pas de portefeuille, et pas d'histoire, et un ami dans la salle d'attente qui n'arrêtait pas de se lever et de s'asseoir. Il était arrivé en saignant abondamment, et la salle de traumatologie était pleine. Vraiment pleine. 2 accidents de la route sur l'autoroute. Et elle avait mis ses 2 mains sur lui et s'était penchée de tout son poids et avait maintenu la pression pendant 40 minutes pendant qu'il libérait une salle. 40 minutes, c'est long. On n'a plus rien à dire après les 4 premières. Et elle s'en souvenait, parce qu'on n'oublie pas ça. L'homme n'avait pas fait un seul bruit, pas un mot, pas un gémissement, rien. Juste gris, en sueur et regardant le plafond. Et elle lui avait parlé tout le temps, comme elle parlait à tous, lui disant ce qu'elle faisait, lui disant qu'il se débrouillait bien. Et à un moment donné, ses yeux s'étaient tournés et s'étaient posés sur son visage et y étaient restés. Elle ne lui avait pas posé une seule question. Pas qu'il avait fait, pas pourquoi le nom sur le tableau était faux, pas ce qu'il faisait dans la vie, parce qu'à 3 heures du matin dans un hôpital public du Bronx, rien de tout ça n'est le travail. Et après, 2 jours après, une enveloppe était arrivée au service avec son nom dessus et de l'argent dedans. Épaisse, plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois. Et elle l'avait descendue au bureau des affaires et les avait obligés à l'enregistrer et à lui donner un reçu. Et puis elle était remontée et avait terminé son service et n'en avait jamais parlé à personne. Parce qu'il n'y avait aucune version de cette histoire qui ne sonne pas comme de la vantardise, a-t-elle dit à voix haute. Dans cette salle à manger, c'était le côté gauche. Et Julian a arrêté de parler. Graham a dit « oui ». Elle a dit « vous n'avez pas fait un bruit pendant 40 minutes ». Il a dit « non ». Elle a dit « j'ai renvoyé l'argent ». Et Graham Marquette a dit « je sais, j'ai le reçu ». Julian Bright a regardé de l'un à l'autre, puis a pris son verre, s'est levé et a quitté la pièce avec sa mallette. Ce qui, pensa Luciana plus tard, fut la chose la plus délicate que quiconque ait faite cette année-là. Elle est restée assise là. Elle a dit, « Alors, ce n'était pas de la chance. » Il a dit « non ». Elle a dit, « Au restaurant, je vous ai demandé pourquoi moi, et vous, avez dit, parce que je vous ai regardé et je n'avais pas peur et je n'étais pas curieuse. Et je vous ai demandé quand, et vous avez dit que je le découvrirais. » Il a dit, « J'ai bien dit ça. » Et elle a dit, « Vous me cherchiez depuis 14 mois. » Et il a dit, « 11. Il m'a fallu 3 mois pour savoir qui vous étiez, parce que vous aviez noté sous des initiales. Et puis, il en a fallu 8 autres pour avoir une raison de venir vous voir qui ne soit pas insensée. Et Luciana, qui tenait quelque chose dans sa poitrine depuis le salon, sans savoir comment l'appeler, l'a senti se retourner. Elle a dit, « Alors voici ma question, et ne me ménagez pas. Vous auriez pu rembourser mon père en un après-midi et ne plus jamais me revoir. Vous auriez pu faire un chèque pour les soins de Danny et retourner à votre vie. Vous avez acheté 2 ans de ma vie. Pourquoi? » Et Graham n'a pas répondu avec des mots. Il s'est levé, est allé au bureau et est revenu avec un dossier qui était vieux, relié en tissu, avec le sceau d'un avocat dans le coin. Et il l'a posé sur la table devant elle et a dit « 4 personnes ont vu ça. 2 d'entre elles sont des avocats et l'une d'elles est morte. » Elle l'a ouvert. C'était le trust. Elle a lu les 2 premières pages 2 fois. Puis elle a trouvé le paragraphe. Et il faisait 3 lignes de long et était écrit dans le langage sec d'homme dans une pièce en 1979 qui n'avait jamais imaginé ce que ça ferait de le lire. Le contrôle des avoirs de la famille se transmettait par le sang. Si le dirigeant en place mourait sans épouse et sans enfant de son corps, le contrôle passait aux plus âgés des parents masculins survivants par le sang. Elle a lu le nom tapé à côté de cette clause,
Salvatore Renzi. Elle a posé sa main à plat sur la page. Graham a dit, « Mon père l'a écrit de cette façon pour éviter les tribunaux. Ça traîne là depuis 45 ans, et personne n'a jamais eu à le regarder. Parce que Matteo avait une femme, et Matteo allait avoir des enfants. Et puis Matteo est mort, et je me suis assis dans le fauteuil. Et je suis la seule chose qui se dresse entre ce paragraphe et mon oncle depuis 6 ans. » Elle a dit, et il le sait. Il a dit, il a écrit un memorandum. Il a levé 2 doigts, à 2 centimètres l'un de l'autre. Il a dit, épais comme ça, des préoccupations concernant l'aptitude du dirigeant, distribuées aux autres hommes, très respectueuses, très tristes. Ma conduite privée, mon refus d'apparaître à des événements, mon refus de me marier à 37 ans, sans explication offerte. Il a dit, les rumeurs là-dedans, Luciana, non déclarée, implicite, de manière à ce qu'on ne puisse pas y répondre. Il construit un dossier depuis 2 ans pour dire que je ne suis pas un homme complet et donc pas apte. Et tout le dossier repose sur la chose que je n'ai jamais niée. Et Luciana Sheridan s'est assise dans une salle à manger dans une maison en pierre, au-dessus de l'Hudson, et a compris, enfin, tout. Qu'il ne l'avait pas épousée pour se débarrasser d'une dette. Que chaque gentillesse avait aussi été un coup. Que la rumeur qu'il avait portée pour protéger son ami était la corde exacte que son oncle avait passé 2 ans à tisser en un nœud coulant. Et que quelque part là-bas, un homme costaud avec une boîte de pâtisserie lui avait embrassé la joue et l'avait appelée sa fille. Sal est monté le 2e dimanche de novembre, et il a apporté de la nourriture, parce qu'il apportait toujours de la nourriture. 3 sacs d'un endroit, sur Arthur Avenue. Et il les a portés lui-même dans la cuisine et a dit à Adelaide de s'asseoir, ce qu'elle n'a pas fait. Il a embrassé Luciana sur la joue. Il a dit, « Regardez-la, elle a des couleurs. La campagne vous réussit, ma chérie. » Et elle lui a souri et a senti quelque chose de froid lui descendre le long du cou. Et elle a pensé, « Je dois être exactement la même femme que j'étais en octobre, où il le saura en moins de 5 minutes. » Alors, elle l'a été. Elle a versé son vin, a demandé des nouvelles de son genou et a ri de l'histoire du cousin de Yonkers. Et Graham était assis en bout de table et n'a presque rien dit, ce qui était normal, ce qui a aidé. Sal a parlé pendant 1 heure sans rien dire du tout, puis il a posé sa fourchette et a dit « Alors, des nouvelles ?» Luciana a dit « Des nouvelles ?» Et Sal a écarté les mains et a fait un visage chaleureux et embarrassé, le visage d'un homme s'excusant d'être sentimental. Il a dit « Ne me faites pas le dire. Un homme de mon âge, à table avec un jeune couple. » Il a dit, « Votre belle-mère vous l'aurait demandé depuis la semaine après le mariage. Que Dieu ait son âme. » Et Luciana a ri et a dit, « Ça fait 6 semaines, oncle Sal. » Et il a dit, « 6 semaines, c'est 6 semaines. » Et puis il a dit, « Quand même. » Et il a laissé ça en suspens un peu trop longtemps. « Quand même, vous voudriez vous y mettre, n'est-ce pas, à votre âge? » À son âge à lui. Et il l'a dit si gentiment. C'était ça le truc. Il n'y avait rien dans sa voix qu'on puisse pointer du doigt. C'était un homme costaud dans la 50aine, avec de la sauce sur sa serviette, qui demandait des nouvelles de petits-enfants qu'il n'aurait jamais. Et si elle n'avait pas lu 3 lignes d'un document de trust de 1979, 4 jours plus tôt, elle aurait trouvé ça touchant. Elle a dit, « Nous ne sommes pas pressés. » Et Sal a dit, « Non, bien sûr que non. » Et il a repris sa fourchette. Et c'était tout l'échange, 20 secondes, et ça a laissé une marque dans la pièce que personne n'a reconnue pour le reste de la soirée. Son chauffeur a mangé dans la cuisine. Luciana y est passée 2 fois, 1 fois pour le pain et 1 fois pour rien. Et les 2 fois, elle l'a regardé sans en avoir l'air, parce qu'elle regardait les gens sans en avoir l'air depuis 9 ans. Il avait peut-être 40 ans. Il avait enlevé sa veste et retroussé ses manches. Et il mangeait avec la lenteur particulière d'un homme qui n'a pas faim et sait qu'il devrait l'être. Elle avait vu ça chaque semaine de sa vie professionnelle. Ses pupilles, c'était la première chose. 2 points noirs dans une cuisine sombre où les yeux de n'importe qui d'autre se seraient dilatés. Et elle se tenait au comptoir, le dos à moitié tourné, et pensait « Ce n'est pas de la fatigue. Ce n'est pas à ça que ressemble la fatigue. » Puis il a tendu le bras pour prendre le sel, et elle a vu l'intérieur de son avant-bras, et la façon dont il le grattait sans s'en rendre compte. La façon dont on gratte quelque chose qui démange de l'intérieur. Et elle a vu sa couleur et comment il avait réussi à manger, mais n'avait pas beaucoup mangé. Et elle a fait le calcul.
debout à un comptoir avec un couteau à pain à la main, et a obtenu une réponse qu'elle ne voulait pas. Ce n'était pas un homme en pleine débauche. C'était de longue date. C'était des mois, peut-être des années, et c'était régulier. Ce qui signifiait que c'était fourni. Ce qui signifiait que c'était prescrit. Parce que ceux qui achètent ça au coin de la rue n'ont pas cette apparence à 40 ans. Ils ont l'air pire, plus vite. Ceux qui ont cette apparence ont des ordonnances. Il s'est levé pour apporter son assiette à l'évier, et quelque chose est tombé de la poche de sa veste avec la manche et a atterri sur le sol. Une petite carte, face visible. Il ne l'a pas remarqué. Luciana s'est penchée, l'a ramassée et l'a lue dans la seconde et demie, avant de la lui rendre. Papier crème. Une croix verte. Centre de bien-être et de la douleur de la Hudson Valley. 3 emplacements. Et sous les emplacements, en italique, la ligne « Aucune référence nécessaire ». Toutes les principales assurances acceptées. Et en dessous, heure d'ouverture sans rendez-vous, 7 jours sur 7. Elle la lui a donnée et a dit « Vous avez fait tomber ça ». Et il a dit « Merci ». Et l'a remise dans sa poche, sans la regarder, et est sorti pour faire chauffer la voiture. Elle est restée dans cette cuisine un long moment. 3 emplacements. 7 jours par semaine. Aucune référence. Elle a pensé aux 4 comtés au nord de la ville et au nombre de personnes qui y vivaient. Et elle a pensé à quoi ressemble une clinique de la douleur quand elle est réelle. Un seul bureau. Une liste d'attente. Un médecin qui vous fait revenir dans un mois avant de vous prescrire quoi que ce soit. Et puis elle a pensé à quoi ressemble une clinique quand elle ne l'est pas. Sal était dans le hall, enfilant son manteau et disant quelque chose à Graham à propos de la confirmation d'un cousin au printemps. Il l'a interpellé. « Merci pour le dîner, ma chérie. » Et il est venu et a pris ses 2 mains dans les siennes, comme il l'avait fait la première fois. Et il a dit « Prenez soin de lui. » Et Luciana Sheridan a regardé le visage d'un homme qui avait été gentil avec elle quand personne d'autre ne l'était. Qui avait posé une boîte de pâtisserie sur un comptoir et avait réjoui une pièce pleine de femmes. Et elle a dit « Je le ferai ». Et elle le pensait d'une manière qu'il n'a pas entendue. Puis elle s'est tenue à la fenêtre et a regardé les feux arrière descendre l'allée. Et elle a pensé à 3 ordonnanciers vierges dans une armoire verrouillée avec la clé accrochée à un clou à côté. Elle avait toujours son badge. C'était la chose à laquelle personne n'avait pensé. Ni Sal, ni les avocats, ni personne. Qu'une femme qui se marie et quitte son travail un mercredi est toujours sur la liste du personnel le jeudi. Et Luciana n'avait jamais démissionné. Elle avait pris un congé. Alors, le mardi, elle est descendue dans le Bronx à 6 heures du matin et s'est assise à un poste de travail dans un bureau des archives où elle s'était assise 400 fois. Et elle a sorti les 3 dossiers. Elle n'a pas eu besoin de chercher les dates. C'était la partie qu'elle porterait en elle. Un homme de 31 ans en mars, une femme de 26 ans en juin, qui avait été aide scolaire et dont la sœur était venue en portant encore un cordon. Un homme de 44 ans en septembre, un dimanche. Et c'est elle qui avait constaté le décès. Et elle avait écrit l'heure elle-même, de sa propre main, parce que le stylo du résident n'avait plus d'encre. Elle s'était tenue à côté d'eux 3 à la fin. Elle avait posé ses mains sur eux 3. Et maintenant, elle était assise avec leur dossier ouvert et passait outre les parties qu'elle connaissait déjà. Passait les analyses, les notes et les déclarations de décès, jusqu'aux pages d'admission, jusqu'à la triste partie administrative d'un décès, où les biens de quelqu'un sont inventoriés et la liste de médicaments de quelqu'un est vérifiée par un employé à 4 heures du matin. Et c'était là, sur les 3. Pas le même médecin, 3 noms différents, 3 numéros de prescripteurs différents, 3 signatures différentes. Même clinique. Centre de bien-être et de la douleur de la Hudson Valley, l'un des 3 emplacements listés comme l'origine d'une ordonnance exécutée dans les 11 jours précédents. 3 sur 3. Elle s'est adossée à sa chaise et la pièce est devenue très silencieuse, comme le font les pièces quand on a cessé de les entendre. 3 n'est pas une coïncidence, et 3 n'est pas non plus une preuve. Elle le savait. Alors, elle a passé les 6 heures suivantes à faire ce pourquoi elle était vraiment douée, ce qui n'était pas du travail de détective. C'était l'autre chose, la chose ennuyeuse, la chose qui fait gagner des arguments dans les hôpitaux. Elle a compté. Les données de surveillance des prescriptions dans cet état sont publiques sous forme agrégée, comté par comté, et n'importe qui peut les consulter. Et elle a consulté 4 ans de données. Elle a obtenu les chiffres du recensement pour les mêmes comtés. Puis elle s'est assise avec un bloc-notes et a fait des divisions longues,
comme une femme qui équilibre son chéquier. Les 3 cliniques réunies dans un comté de 90 000 personnes prescrivaient à un volume qui aurait été élevé pour un comté de 800 000. Pas le double, pas le triple. Elle a vérifié ses propres calculs 4 fois parce qu'elle n'y croyait pas, et ça donnait toujours le même résultat. Et elle a finalement écrit le ratio au bas de la page, a posé son stylo et l'a regardé. Puis elle est allée voir à qui elles appartenaient. Ça a pris un après-midi et un clerc d'avocat qui ne lui devait rien, et l'a aidé quand même. Les cliniques étaient détenues par une société de gestion. La société de gestion était détenue par une société holding enregistrée dans le Delaware. La société holding avait un seul actif et une seule adresse. Et l'adresse était un immeuble à Yonkers. Et l'immeuble à Yonkers était loué à une entreprise de construction. Et l'entreprise de construction était une filiale de Marquette Holdings. 4 étapes. Il a fallu 4 étapes pour passer d'une femme de 26 ans morte en juin au nom de son mari sur un certificat de constitution. Et Luciana s'est assise dans une voiture garée devant un palais de justice à White Plains et a compris exactement ce qu'elle regardait. Sal ne l'avait pas caché. C'était tout le concept. Il avait tout construit sur du papier Marquette, sous l'égide de Marquette. De sorte que chaque ordonnance rédigée, chaque dollar déplacé, chaque personne qui s'effondrait dans une cage d'escalier avec une photocopie d'un formulaire d'admission dans son dossier, tout remontait vers un seul nom, et ce n'était pas le sien. Il avait passé 2 ans à rédiger un mémorandum sur l'aptitude d'un homme d'une main. De l'autre, il construisait la chose qui le mettrait dans un tribunal fédéral pour le reste de sa vie. Et quelle que soit l'issue, Salvatore Renzi finissait dans le fauteuil. Si le mémorandum fonctionnait, il le prenait. S'il ne fonctionnait pas, l'inculpation arrivait et retirait Graham du jeu. Et il le prenait quand même. Elle est rentrée chez elle, en roulant à 55 sur la voie de droite, tout le long du trajet, parce que ses mains n'étaient pas stables. Il faisait nuit quand elle est arrivée. Elle n'est pas allée le trouver. Elle a descendu le couloir de service jusqu'à la pièce qu'elle avait vidée, nettoyée et approvisionnée avec son propre argent. Et elle a fermé la porte et est restée là 1 minute, les lumières éteintes. Elle comptait autre chose depuis 9 jours. Dans un coin de sa tête, sous tout le reste, comme une infirmière compte sans le décider. 6 semaines, puis 7, puis 8, et rien. Et elle s'était dit que c'était le déménagement, les heures, et le fait qu'elle avait arrêté de travailler de nuit. Elle a allumé la lumière. Il y avait une boîte dans le 2e tiroir avec le reste des diagnostics qu'elle avait achetés en septembre, encore scellés, parce qu'elle avait approvisionné cette pièce pour 19 autres personnes et pas pour elle-même. Elle a lu les instructions jusqu'au bout, même si elle les avait lues 100 fois par-dessus l'épaule d'autres femmes. Puis elle s'est assise sur le bord de la table d'examen dans une maison en pierre au-dessus de l'Hudson, à 9 heures du soir, seule, la porte fermée. Et elle a attendu 3 minutes, selon l'horloge murale, et c'était positif. Elle le lui a dit dans le bureau, debout, encore en manteau. Elle l'a dit simplement parce qu'il n'y avait pas de manière douce, et elle n'avait jamais eu d'utilité pour la manière douce. Graham était au bureau avec un stylo à la main, et il l'a posé et n'a pas bougé pendant environ 4 secondes, et ce qui est apparu sur son visage n'était pas de la joie. Elle s'était préparée à la joie ou au rien plat qu'il faisait à la place de la joie. Et ce qu'elle a eu, c'est un homme qui est devenu blanc autour de la bouche. Il a dit « Oh mon Dieu !» Il l'a dit doucement, comme on le dit au bas d'une cage d'escalier. Puis il s'est levé, s'est dirigé vers la fenêtre et est resté là, le dos tourné. Et elle a regardé ses épaules travailler. Elle a dit « Dis-le ». Et Graham Unfley, « Comprenez-vous ce que vous portez ?» Elle a dit « Je comprends exactement ce que je porte. J'ai lu le document. Un enfant de votre corps met fin à la clause. » Il a dit « Définitivement ?» Elle a dit « Oui. » Il a dit « Donc, à partir de ce soir, il n'y a rien entre mon oncle et ce fauteuil, sauf 2 personnes. Et l'une d'elles, c'est vous. » Et elle l'a vu arriver au reste, le calcul qu'il avait évité depuis le jour où il avait signé la licence. Et il s'est retourné et a dit « Il a 8 mois. 8 mois et il le perd pour toujours. Et les 2 ans qu'il a passés sur ce mémorandum ne valent rien. Et il sait qu'il ne peut pas gagner un argument d'aptitude contre un homme avec une femme et un bébé. Il a dit « Il doit agir maintenant. Il doit agir avant que cet enfant ne naisse. Et il n'y a aucune version de l'action qui ne vous vise pas. » Elle a dit
Alors nous agirons les premiers. Et Graham Marquette, qui avait lu les termes de toute sa vie dans un restaurant fermé sans cilier, a posé ses 2 mains à plat sur le rebord de la fenêtre parce qu'il avait besoin de les mettre quelque part. Frank Sheridan a remonté l'allée 2 jours plus tard dans une voiture qu'elle ne connaissait pas, et ils l'ont laissé aller jusqu'au hall d'entrée parce que Vincent connaissait le nom et n'avait pas reçu d'ordre contraire. Luciana est descendue et s'est arrêtée à 2 mètres de son propre père. Elle a dit « Tu n'es pas censé être ici ». C'était une condition. C'était par écrit. Il a dit « Lucy ». Il avait l'air pire qu'au restaurant. Il avait des tremblements dans une main, il était mal rasé, et il a dit « J'ai environ 4 minutes avant que quelqu'un ne remarque que cette voiture n'est pas là où elle devrait être. Alors laisse-moi parler. » Elle l'a laissé faire. Il a dit « Un homme est venu me voir il y a 3 semaines. Il a dit « Il m'a dit que le mariage ne tiendrait pas. Il a dit qu'il y avait des papiers qui arrivaient, des papiers fédéraux, et quand ils arriveront, ils tomberont sur ton mari et sur tous ceux qui se tiennent à côté de lui. » Et j'ai dit « C'est de ma fille que tu parles. » Et il a dit « C'est pour ça que je te le dis. » Et Frank a mis la main dans son manteau et a posé quelque chose sur la table du hall. C'était petit, noir et de la taille d'une boîte d'allumettes. Il a dit « Tout ce que ça fait, c'est rester là, sous le bureau, derrière le tiroir, n'importe où dans cette pièce, et ça fait le reste tout seul, et ça dure 11 jours. Il a dit « Tu n'as rien à faire d'autre que de le poser. » Il a dit « Et puis tu sors de ça indemne, Lucy. Tu es la femme qui a coopéré. Personne au monde ne te reprocherait de quitter un homme comme ça. Personne. » Il a dit « J'essaye de te sauver. » Il l'a dit. Et Luciana a cru qu'il le croyait. Et c'était en quelque sorte la pire partie. Elle l'a ramassé. C'était plus léger que ça n'en avait l'air. Elle est restée là à le tenir, et elle a pensé aux 11 $, et à un message vocal de 9 minutes, et à une photocopie coincée dans un cadre de porte à hauteur des yeux, pour qu'elle ne puisse pas prétendre ne pas l'avoir vue. Et comment les hommes dans cette vie ne venaient jamais à vous avec un point. Ils venaient à vous avec une enveloppe, une gentillesse et une raison. Elle est passée devant lui et est entrée dans le salon où le feu brûlait. Elle ne l'a pas écrasé. Elle ne l'a pas piétiné ni jeté. Elle l'a tenu au-dessus de la grille et a ouvert les doigts. Et il est tombé dans les braises, et le plastique a ramolli, puis est devenu bleu une seconde, puis a cessé d'être quoi que ce soit. Son père a prononcé son nom depuis l'embrasure de la porte. Elle s'est retournée et a dit « Sors de cette maison ». Il a dit « Lucy, écoute-moi ». Elle a dit « Sors et ne reviens pas et ne m'appelle pas. Et je veux que tu entendes cette partie, parce que je ne la dirai qu'une seule fois. S'il arrive quoi que ce soit à mon frère, n'importe quoi, je saurai de quel côté tu te tenais. » Et Frank Sheridan a ouvert la bouche, l'a refermée et est parti. Et elle a entendu la voiture faire demi-tour sur le gravier, puis elle n'a plus rien entendu. Elle était toujours debout près de la cheminée quand Graham est entré. Il était dehors. Il a franchi la porte avec son manteau sur le bras et il s'est arrêté parce qu'il pouvait le sentir. Cette odeur particulière d'une chose qui brûle et qui n'a jamais été destinée à brûler. Il a regardé la grille. Il y avait encore un coin qui gardait sa forme dans les braises, noir et recroquevillé, indubitablement pas du bois. Il l'a regardé un long moment. Et puis Graham Marquette a fait la chose à laquelle Luciana penserait encore des années plus tard, lors d'après-midi ordinaires, sans raison particulière. Il n'a pas demandé. Il a mis son manteau sur le dossier de la chaise, est venu se tenir à côté d'elle près du feu et n'a absolument rien dit. Et après un moment, elle a dit « Ils veulent trouver un monstre dans cette maison. » Elle a dit « Je vais leur en montrer un. » C'est arrivé un mardi matin, et c'est arrivé sur papier. Pas de voiture dans l'allée, pas d'homme à la grille, rien que l'on aurait pu affronter. Un mandat de saisie fédérale exécuté à 9 heures, gelant tous les comptes détenus par Marquette Holdings et ses filiales, dans l'attente d'une enquête en cours sur la distribution de substances contrôlées par un réseau de cliniques dans 4 comtés. 19 comptes, paye, opération, contrat de construction, tout. Fermé en 1 heure par un employé avec un clavier. Et Luciana, lisant l'avis par-dessus l'épaule de Graham dans le bureau, a compris la forme de la chose avant qu'il ne dise un mot. Sal n'avait pas attendu. Il l'avait apporté lui-même, ou quelqu'un l'avait apporté pour lui. Et chaque nom sur ce mandat était un nom Marquette, et le sien n'était nulle part
parce qu'il n'avait jamais été nulle part sur quoi que ce soit. Elle était à l'hôpital cet après-midi-là, pas son hôpital, le centre de transplantation de Westchester, pour le rendez-vous mensuel de Danny. Et elle était dans le couloir devant la clinique avec une tasse de café qu'elle avait achetée, et pas touchée quand son téléphone a sonné. C'était la coordinatrice financière, une femme qu'elle aimait bien, une femme qui l'avait appelée 4 fois en 6 semaines avec uniquement de bonnes nouvelles. Luciana a su, dès la première syllabe de son nom. La femme a dit « Je dois vous dire quelque chose, et je veux que vous entendiez tout avant de réagir. » Elle a dit « La source de financement du dossier de votre frère a été signalée ce matin. » Elle a dit « Le compte sur lequel la garantie est tirée est soumis à un ordre de saisie fédéral et nous n'avons aucune possibilité de tirer dessus, et aucun moyen de savoir quand nous le pourrons. » Et Luciana a dit « Alors, nous changerons le payeur. » Et la coordinatrice a dit « Il n'y a pas le temps pour ça aujourd'hui, et je suis vraiment désolé, mais le comité d'examen financier s'est réuni à 13 heures, et votre frère a été placé en statut inactif. » Luciana a dit « Inactif ?» La femme a dit « Il reste sur la liste. Il conserve son temps accumulé. Il garde sa place. Mais tant qu'il est inactif, il n'est pas éligible pour recevoir une offre. Si un cœur arrive ce soir qui lui correspond, il passe à la personne suivante et il ne saura jamais qu'il a existé. » Et Luciana Sheridan, qui avait annoncé des choses pires que ça à 100 familles dans des couloirs exactement comme celui où elle se tenait, a senti ses genoux flancher. Elle s'est laissée glisser contre le mur, lentement, le téléphone toujours à l'oreille, et s'est assise sur le sol d'un couloir d'hôpital à Westchester, le dos contre le carrelage froid et les jambes étendues devant elle comme une enfant. Pendant que les gens passaient, la regardaient et continuaient leur chemin. Et elle s'est entendue dire « Merci de m'avoir appelé vous-même. » Parce que même alors, même là, les bonnes manières tenaient. Elle n'a pas pleuré. Elle voulait. Elle est restée assise sur ce sol pendant 11 minutes et a pensé au fait qu'il n'y avait personne à combattre. Personne n'avait touché son frère. Personne ne s'était approché de lui. Personne n'avait passé un appel, proféré une menace, ou même élevé la voix. Et un garçon de 16 ans, dans un appartement du Bronx, allait rester assis là, son téléphone sur la table de chevet, attendant un appel qui irait maintenant à quelqu'un d'autre, et il ne verrait même pas la différence. Et c'était la chose la plus obscène. Tout était legal, chaque étape. Un mandat, un comité d'examen, une ligne changée dans une base de données d'un mot à un autre. C'est comme ça que ces hommes faisaient, pas avec les mains, avec du papier, à distance. Pour qu'après, tout le monde puisse vous regarder en face et dire qu'il n'avait rien fait du tout. Elle est rentrée à 7 heures. Graham se tenait dans le hall d'entrée, son manteau déjà sur le dos et Vincent derrière lui avec les clés de la voiture. Et elle a su avant même d'avoir fermé la porte. Elle a dit « Où vas-tu » Il a dit « En ville ». Il y a une femme au bureau du procureur des États-Unis qui s'appelle Karen Whitlock, et elle attend depuis 6 ans que je franchisse sa porte. Il a dit « Si j'y vais et que je fais une offre de coopération, la saisie sur les comptes d'exploitation sera levée en moins d'1 semaine, peut-être moins. » Il a dit « Ils ne veulent pas les bâtiments, ils veulent un nom. » Et Luciana a dit « Ils veulent le tien. » Il a dit « Ils prendront le mien. » Elle a dit « Et ensuite ?» Et Graham a dit « Et ensuite, ma femme a un compte en banque qui fonctionne, et son frère retourne sur la liste active, et c'est tout. C'est tout ce que j'achète. » Il ne posait pas. C'est ce qui l'effrayait. Il n'y avait aucune chaleur là-dedans. C'était un homme qui lisait à nouveau des termes, la même voix plate que dans le restaurant fermé en octobre. Un homme qui avait décidé du prix et était en route pour le payer. Luciana a traversé le hall et s'est placée entre son mari et la porte. Elle a dit « Non ». Il a dit « Luciana ». Elle a dit « Écoute-moi ». Chaque homme dans cette histoire a essayé de la résoudre de la seule manière qu'ils connaissent. Mon père a essayé de combler un trou avec plus de ce qu'il avait creusé. Tes oncles ont passé 6 ans à le faire avec du papier. Et maintenant, tu vas entrer dans un bâtiment fédéral et leur donner ta vie, parce que c'est ta version de la même chose. Et ça ne marchera pas, parce qu'ils ne te veulent pas. Ils veulent l'affaire. Et l'affaire sera toujours là demain avec ton nom dessus. Elle a dit, il l'a construite sur ton papier. Il a utilisé ta société, ton nom et ta réputation. Et ça te ressemble sous tous les angles. Et il y a exactement une personne sur cette terre qui peut la démonter.
Et ce n'est pas l'homme avec les armes. Elle a posé sa main à plat sur sa poitrine, par-dessus le manteau, et elle l'a dit. Pas toi, tu as des armes, j'ai leur dossier. Ça lui a pris 4 jours et un formulaire. Les plus proches parents peuvent demander un rapport d'autopsie complet dans cet état, toxicologie incluse. Et Graham l'a signé à la table de la cuisine, sans lui demander ce qu'elle s'attendait à trouver. Et le bureau du médecin légiste l'a envoyé par la poste comme ils envoient n'importe quoi, dans une enveloppe ordinaire, 11 pages. Elle l'a lu 2 fois à la table de la cuisine, et puis elle est restée très immobile pendant environ 1 minute. Puis elle a appelé l'homme du laboratoire d'État qu'elle appelait toute la semaine. Celui qui faisait le travail de comparaison pour les clusters d'overdose, et elle lui a lu le panel d'analytes ligne par ligne. Et elle a dit, « Dites-moi si ça correspond aux 3 que je vous ai envoyés. » Et il a dit, « Attendez. » Et puis il a dit, « Où avez-vous eu celui-ci? » Elle a dit, « Il y a 6 ans. » Et il a dit, « Alors quelqu'un vend de la même marchandise depuis 6 ans. » Et Sal est venu le dimanche parce qu'il l'avait invité. Tous les capots de la famille sont venus. 11 hommes autour de la longue table à Ironwood. Et Salvatore Renzi a pris le siège au bout de la table sans qu'on le lui dise. Graham était assise fédérale, parce qu'avec une saisie fédérale sur les comptes et le nom du dirigeant sur le mandat, tout le monde dans cette pièce comprenait le but de la réunion. Graham était assis en bout de table et n'a rien dit. Sal a fait la conversation. Il a été doux. Il a dit, « Personne n'est heureux d'être ici. » Il a dit, « C'est une famille et les familles ont des nuits difficiles. » Et puis il a regardé Luciana de l'autre côté de la table et a mis sa main sur son cœur. Il a dit, « Ma chérie, je veux dire ça devant tout le monde pour que ce soit dit à voix haute. Tu n'as pas signé pour ça. Tu es infirmière, pour l'amour de Dieu. Tu venais d'une vie normale et tu as été entraînée dans quelque chose qui tournait déjà mal avant ton arrivée. Et il n'y a pas un homme à cette table qui t'en voudrait si tu voulais rentrer chez toi. » Il a dit, « Dis un mot et je te reconduirai moi-même. » Et il y a eu un murmure. Et 1 ou 2 d'entre eux ont hoché la tête parce que c'était une chose décente à dire. Puis il a laissé passer un temps et a dit, « Et je veux être juste avec lui. » Il a dit, « Je connais ce garçon depuis sa naissance. » Il a dit, « Mais il y a des choses qu'un homme est censé pouvoir faire dans cette vie et il ne le peut pas. Et nous l'avons tous regardé ne pas les faire pendant 6 ans. Et nous avons tous convenu de ne pas le dire. » Il a dit, « Regardez-le. Il ne peut même pas vous serrer la main. » Et c'était le moment. Luciana Sheridan s'est levée. Elle avait un simple dossier devant elle, et elle l'a ouvert. Et elle n'a pas élevé la voix une seule fois. Pas une seule fois. Pas pendant tout ce temps. Elle a dit, « Ce sont les données de surveillance des prescriptions pour 4 comtés, sur 4 ans. Et à côté, c'est le recensement. 90 000 personnes. Les 3 cliniques de ce comté prescrivaient à un volume que l'on attendrait dans un comté de 800 000. C'est la première page, et vous pouvez le vérifier vous-même demain. C'est public. » Elle a tourné la page. Elle a dit, « Ce sont 3 personnes. » Elle a dit leur nom. Elle a dit leur nom. Elle a dit leur nom. 31, 26, 44. Elle a dit le mois de leur décès. Puis elle a dit les heures. Et elle a dit, « Je connais les heures, parce que j'étais à côté de 3. Et j'ai écrit la dernière moi-même, parce que le stylo du résident était vide. » Elle a dit, « Chacun d'eux avait une ordonnance dans son dossier d'une clinique sans rendez-vous. 3 emplacements. Aucune référence nécessaire. » Elle a tourné la page. Elle a dit, « Les cliniques sont détenues par une société de gestion. La société de gestion est détenue par une société holding dans le Delaware. La société holding loue à une entreprise de construction et l'entreprise de construction est une filiale de Market Holdings. C'est pourquoi le mandat est arrivé ici mardi et pas ailleurs. » Elle a regardé le long de la table. Elle a dit, « 4 étapes, ça m'a pris un après-midi. » Et Sal a dit, « Et rien de tout ça n'a à voir avec moi, ma chérie. » Et Luciana a dit, « Non. » Alors, voici la dernière page. Elle a sorti le rapport de 11 pages, l'a posé et a dit, « C'est la toxicologie de Matteo Marquette, il y a 6 ans. » Et la pièce a changé. Elle a dit, « Je l'ai fait comparer aux 3 que je viens de vous lire. C'est la même marchandise, les mêmes analytes, le même profil, à 6 ans d'intervalle. » Elle a dit, « Celui qui vendait ça en 2019 est celui qui le vend depuis. » Et ça sortait par ces cliniques. Et ça sortait sous le nom de cette famille. Elle a laissé ça en suspens exactement le temps nécessaire. Puis elle a dit, « Alors,
Je vais vous dire ce que je pense qu'il s'est passé. Et n'importe quel homme ici peut me dire que j'ai tort. Je pense que vous l'avez construit et que ça vous a échappé. Et un samedi soir, c'est arrivé à quelqu'un que vous n'aviez jamais eu l'intention d'atteindre. Et vous ne le saviez pas jusqu'à cette minute. Et vous vous êtes assis à sa commémoration chaque année pendant 6 ans. Elle a dit, « Je ne pense pas que vous vouliez tuer votre neveu, Monsieur Renzi. Je pense que vous l'avez tué avec de la paperasse et que vous n'avez jamais eu à le regarder en face. » Et Salvatore Renzi était assis au bout de la table et son visage s'est décomposé d'une manière qu'aucun homme dans cette pièce n'a jamais oubliée. Et il a dit, « Ce n'est pas, et s'est arrêté. N'a pas fini. Personne n'a bougé. » Puis Luciana a fermé le dossier et a dit la chose qui a mis fin à tout. Elle a dit, « Vous avez tous traité mon mari de monstre pendant 6 ans, parce qu'il ne touche personne. » Elle a dit, « Cet homme a touché 40 000 personnes par mois avec un ordonnancier. » Graham n'avait pas bougé une seule fois. Il se tenait en bout de table, les bras croisés, et a laissé sa femme finir. Et après, il a dit que ne pas intervenir avait été la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite de sa vie. Un par un, les hommes ont tourné leurs chaises. Vincent a raccompagné Sal à une voiture et l'a fait monter dedans. Et personne n'a posé la main sur lui. Et le jeudi suivant, les copies sont allées en ville à une procureure adjointe des États-Unis nommée Karen Whitlock, qui les a lues pendant 2 heures sans parler. Il a démissionné en janvier. Il l'a fait dans une pièce avec 11 hommes et un avocat, et ça a pris moins d'1 heure. Et après, la construction, la collecte des déchets et les 2 centres commerciaux de Rockland ont continué à être exactement ce qu'ils avaient toujours été sur le papier. Une entreprise légitime avec une masse salariale et une déclaration d'impôt. Et tout le reste qui y avait été discrètement attaché pendant 40 ans s'est détaché et s'est effondré de lui-même, parce qu'il s'est avéré que ça n'avait tenu que par la volonté d'une seule famille de le tenir. Certains de ces hommes ne lui ont plus jamais parlé. Vincent Cardone est resté. Il a dit « Il faut bien que quelqu'un conduise, Madame Marquette. » Et ce fut toute la conversation. La saisie a été levée sur les comptes d'exploitation en 9 jours, une fois que Karen Whitlock a eu ce qu'elle avait. Et le 10e jour, le centre de transplantation a remis Danny Sheridan en statut actif. Et 41 jours après ça, à 2 heures du matin un jeudi, le téléphone a sonné. Luciana était dans une salle d'attente chirurgicale pendant 7 heures. Elle s'était assise dans une centaine d'entre elles de l'autre côté. C'est elle qui sortait pour parler aux familles, et elle avait toujours pensé comprendre ce que c'était que d'être dans ce fauteuil. Et elle s'était trompée, complètement trompée. Et elle ne dirait plus jamais une chose négligente à une famille dans une salle d'attente pour le reste de sa vie professionnelle. À la 4e heure, elle est sortie dans le couloir parce qu'elle ne pouvait plus rester dans cette pièce. C'était plein. Changement de service. Heure de visite. Un couloir d'étrangers allant dans les 2 sens. Des chariots. Un homme au téléphone. La grand-mère de quelqu'un en fauteuil roulant. Graham est venu se tenir à côté d'elle. Il n'a rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire. Et puis il a tendu la main et a pris la sienne, là, devant tout le monde. Il avait d'abord enlevé son gant et elle ne l'avait pas vu faire. Et il a tenu sa main au milieu d'un couloir bondé dans un hôpital public, avec des gens qui les frôlaient des 2 côtés. Et il n'a pas lâché, et il n'a pas arrêté de respirer. Et Luciana Sheridan est restée là, et finalement, après 8 ans et 1 mois, a pleuré doucement, comme on le fait quand c'est fini. Son père est revenu au printemps, parce qu'ils le font. Il s'est tenu dans le hall d'entrée et a demandé 11 000 $. Elle a dit non. Puis elle a dit, il y a un programme résidentiel à Rhinebeck, 90 jours, en internat, et c'est payé. C'est payé depuis février. Et le lit est là quand tu le voudras. Et il y a un travail à la réception de l'hôpital, quai de chargement, 6 heures du matin. Et il est à toi le jour où tu finis, et pas un jour avant. Elle a dit, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas d'argent, papa. Il n'y aura jamais d'argent. Et Frank Sheridan a regardé sa fille un long moment et a dit, c'est une façon dure de faire les choses, Lucy. Et elle a dit, je sais. Et il est parti. Et il a fallu 14 mois avant qu'il ne prenne le lit, et elle n'est jamais revenue sur les termes. 2 ans plus tard, il y a un panneau au bout de l'allée d'Ironwood. Et la pièce au bout du couloir de service est une clinique communautaire gratuite, 3 jours par semaine, sans rendez-vous, sans question d'assurance, sans frais. Gérée par une infirmière praticienne nommée Luciana Marquette,
qui a terminé son diplôme avec un bébé sur la hanche et a été diplômé à 30 ans. Danny a 20 ans et il va à l'université à Poughkeepsie. Et il a une cicatrice sur le sternum qu'il montre à quiconque le demande. Julian vient la plupart des mois, toujours allergique à la campagne, et il amène son partenaire, un homme calme qui restaure des horloges. Et Adelaide met 4 couverts sans qu'on le lui demande, et personne à cette table n'a jamais eu à se justifier. Et un samedi de juin, une petite fille de 2 ans est arrivée en courant à toute vitesse dans le hall d'entrée. Et Graham Marquette s'est mis à genoux sur le sol en pierre et l'a laissé mettre ses bras autour de son cou et s'accrocher. Ils avaient eu pitié d'elle une fois. Ils se tenaient dans une cabine d'essayage près de Madison et ont décidé de ce qu'était un homme en se basant sur rien du tout. Et ils ont eu pitié de la femme qui allait vers lui. Pas un seul d'entre eux n'a jamais su qu'il regardait la personne la plus décente qu'aucun d'eux ne rencontrerait. Ce que cette histoire nous laisse est assez simple. Les gens inventeront toujours une explication pour ce qu'ils ne comprennent pas, puis la répéteront jusqu'à ce qu'elle sonne comme la vérité. Et le coût de cela est toujours payé par quelqu'un qui n'a jamais droit à la parole. Certaines blessures ne se voient pas sur la peau, et la seule chose qui les trouve est la patience. Et la mesure d'une personne n'a jamais été ce qui se chuchotait à son sujet. C'était la façon dont elle traitait les gens qui ne pouvaient rien faire pour elle. Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Nous aimerions savoir comment elle vous a touché, alors dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que quelqu'un dans votre vie a déjà été jugé pour quelque chose qui n'était tout simplement pas vrai? Et qu'a-t-il fallu pour que la vérité éclate? Nous les lisons tous. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et nous vous souhaitons une bonne santé, la paix et une joie tranquille dans vos journées. Au revoir pour l'instant, et à bientôt dans la prochaine vidéo.